عرضت يا رب عبادي وانتشت روحي وصرت دموعي جري يا إلهي خذ بقلبي لرشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رادت يا رب عبادي وانتشت روحي وصرت دموعي جري يا إلهي خذ بقلبي لرشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رادت يا رب عبادي وانتشت روحي وصرت دموعي جري يا إلهي أشرقت نفسي بنور من فؤادي Salam Salam alaikum. alaikum. Salam alaikum. Tu vas bien? Salam alaikum. Salam alaikum à tous. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend un petit peu de loin. Alors, Allô? je vais essayer de... Ouais, on entend juste un Alors, petit peu déjà, on ne m'entend éloigné. pas. Attends, voilà, je vais tout réorganiser. Oula. Ok. Bon, là, c'est déjà un petit peu mieux. Là, on m'entend Salam mieux? alaikum à tous. Oui, c'est mieux. Ok. Et toi, tu nous entends bien? Tu Tac. m'entends bien? J'avais positionné. Moi, je t'entends très bien. Super. Tu t'appelles comment là? Parce que voilà, j'ai ton compte, mais ton prénom, je l'ai pas. Une fois de plus. Une fois de plus, bien sûr, une fois de Pardon. plus. Ok, d'accord, Désolée. pas de souci. Pas de problème. Salam alaikum à tous. Donc, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'islam au féminin à la croisée des chemins. C'est déjà le 12e épisode. Aujourd'hui, on se retrouve sur le thème réseaux sociaux, outils de bienfaisance ou de décadence, avec nos invités, donc une fois de plus, et Inès de Méthodia, qui va nous rejoindre. Donc, une fois de plus, t'as fini Ouais, c'est t'as bon, fini ton c'est dispositif, ça va? la mise en place. T'es bien installé? Alhamdoulilah. Très bien Super. installé, ça va, je suis dans mon canapé, tout va bien. Super. Du coup, peut-être maintenant, Méthodia, tu peux te présenter rapidement et ensuite on reviendra un petit peu sur ton parcours. C'est la première fois qu'on te Euh, reçoit. Inès, on a déjà reçu, c'est vrai. Bon, elle nous refera une présentation, mais voilà, elle a déjà été invitée à un live où donc voilà, vous pouvez tous voir son parcours à Inès de Méthodia dans un live qu'on a fait avec Bedouine, que vous pouvez retrouver dans le compte de Média Islam. Donc là, on t'écoute une fois de plus. donc, salam alaikum à toutes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, pour ma part, je suis une fois de plus, une fois parmi les autres. Je suis sur Instagram. J'essaye modestement de cheminer et, machallah, le son n'est pas très bon. Bah, pardon, je sais pas. J'essaie modestement de cheminer sur Instagram et d'inciter des personnes à cheminer avec moi. L'objectif étant de toujours plaire plus et mieux à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'inciter notamment à la pratique de notre religion, à la conscientisation de notre religion et de notre spiritualité et à un apprentissage constant et à avancer toujours plus dans ce chemin-là. Voilà, ça fait maintenant 1 an et demi que j'essaie de partager ça. Alhamdoulilah, je suis très contente d'avoir à mes côtés des sœurs et aussi quelques frères qui essayent d'avancer avec moi également. Donc on fait plein de projets ensemble, que ce soit de l'apprentissage, des livres. J'ai une petite librairie en ligne qui est un support. On s'incite aussi les uns et les autres à apprendre notre religion et voilà.
Donc, Merci. Merci une fois de plus. Donc, ouais, c'est vrai que je pense qu'on aura pas mal de questions de plus en détail sur ce que tu proposes, sur ton compte, etc. Donc là, juste pour les abonnés, vous pouvez interagir en commentaire. Et si vous avez des difficultés à mettre des commentaires, c'est que vous n'êtes pas abonné à la page de l'Islam. Il faut être abonné pour pouvoir commenter. Donc, vous pouvez vous abonner en haut à gauche en cliquant sur le titre. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions. On aura un temps ensuite, après l'échange avec Inès, une fois de plus, pour les questions-réponses. Donc, en attendant, Méthodia, peut-être revenir un petit peu sur ton parcours une fois de plus. Donc, d'abord, ton parcours à toi personnel. Et puis ensuite, on parlera peut-être un petit peu plus de comment est-ce que vous êtes rentré dans les réseaux sociaux et votre chemin sur Instagram. Donc, si tu devais revenir au début alors, de ton parcours scolaire, au raconte un peu début ce que tu veux, de... mais on sache un petit peu qui t'es. En fait, donc moi, à la base, ça va peut-être paraître surprenant, mais je suis pas du tout branchée réseaux sociaux. C'est pas très vendeur, mais je suis pas du tout branchée réseaux sociaux à la base des bases. Moi, j'avais pas de compte Instagram jusqu'à il y a peut-être un an et demi, bientôt 2 ans. 2 ans maintenant, j'avais jamais touché à Instagram. J'avais vaguement un compte Facebook, il me semble, Snapchat avec quelques proches dessus, mais j'ai jamais été très réseaux sociaux de base. J'ai jamais partagé beaucoup de choses sur mes réseaux sociaux non plus. Voilà, j'ai un Facebook depuis 2011 peut-être, ou je sais plus quelle année, mais voilà, je partage plus grand-chose dessus depuis bien longtemps. Et du coup, comment ça m'est venu? Donc moi, à la base, je vivais au Canada et je travaillais dans une librairie islamique et je tenais les réseaux sociaux de la librairie parce que c'était quelque chose qui était en lien avec le marketing de la boutique, il fallait tenir les réseaux. Et donc, j'ai quitté le Canada, je suis rentrée en France. Et en fait, pendant ces mois, je me suis rendu compte que je voyais les réseaux sociaux. En fait, je tenais, pardon, le compte femme d'une boutique islamique. C'était une boutique islamique qui avait décidé d'avoir un compte pour hommes et un compte pour femmes. Et moi, je tenais le compte pour femmes. Et en fait, ça m'avait beaucoup plu. Cette interaction, du coup, on partageait beaucoup de rappels. On organisait des activités pour les sœurs, des halaqas, des assises. En fait, tout ce côté, les réseaux sociaux comme un support de la dawa, en fait, tout simplement. Même si derrière, il y avait une activité commerciale, pour ma part, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je suis rentrée en France et je me suis dit, mais pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas continuer sans la boutique, du coup, à ce moment-là. Et pourquoi pas continuer à partager avec des sœurs, à discuter avec elles, à avoir des sujets communs qu'on se pose, des questions, des interrogations, des choses comme ça. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Donc au début, j'ai commencé sans aucun objectif entre guillemets. Je continuais à discuter avec les sœurs, donc qui me suivaient. Il y avait peut-être 100 abonnés du Canada, 100, 200, principalement canadiennes, un peu françaises. Et ok, je vois que ça change. Et au bout de, en fait, et du coup, donc dans la discussion venaient souvent les conseils livres. C'est-à-dire que moi, les sœurs, souvent, elles me disaient, ah, super ce dont tu parles, super ce dont on a parlé ce soir, mais est-ce que tu aurais un livre pour avancer, pour aller plus en avant sur ce sujet? Et donc, je les aiguillais vers des librairies XYZ, qui sont des fournisseurs, hein, des collègues, des partenaires, du coup, de la librairie islamique, et dans laquelle je travaillais auparavant. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi aussi ouvrir ma librairie en ligne, en fait, parce que les sœurs, elles me demandent conseil, mais en fait, elles me demandent conseil pour acheter ailleurs. Donc, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas moi aussi ouvrir ma librairie. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé, une fois de plus, la librairie. Et donc, j'ai continué à partager, c'est pas des rappels, c'est plus des réflexions, des interrogations, des cheminements, des histoires, des témoignages, voilà. Merci une fois de plus. Salam alaikum, Méthodia. Inès, ça va? Wa alaykoum salam, tu vas bien, Shaima? Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va une fois de plus? Ça va, alhamdoulilah, merci. Ça va et toi? Alhamdoulilah, ça va. Je veux un beau salam alaikum. Je l'ai raté, je suis désolée pour le retard. Ah, pas de problème, t'inquiète. On a commencé avec une fois de plus que je pense que les abonnés connaissent pas très bien. Tant mieux. Bon, toi aussi, Inès, même si je pense que tu as déjà présenté plusieurs fois, je vais quand même te redemander de faire une présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Ensuite, D'accord, on continue à deux. très bien, très bien. Bon, moi j'ai raté la présentation d'une fois de plus, mais je la connais, donc ça va, alhamdoulilah. Je sais même Ouais, plus tu me de choses connais? que vous.
Oh, Alhamdoulilah. Bah, écoutez, je m'appelle Inès, j'ai 26 ans et je suis. Ah, c'est dur. Je suis diplômée en sciences politiques conférencière. et je suis conférencière parce que du coup, c'est écrit sur ma bio. Donc, ouais, j'ai commencé les réseaux il y a 4-5 ans et j'ai un peu de difficulté à définir ce qu'on fait ici. Disons qu'avec ma formation en sciences politiques et mes sensibilités personnelles, bah, j'essaye de transmettre une vision de notre dîn qui est applicable au quotidien et qui répond aux questions qu'on se pose toutes. Du style, à quoi ça sert le hijab? Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi tant de haine? Et voilà. Je pense qu'on Merci aura vu Inès. l'essentiel. C'est moi. De mieux en mieux, hein, la présentation, franchement, de plus en plus efficace. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus On t'a bancale, entraîné. live après live. Non, franchement, alhamdoulilah, très clair. Une fois plus, j'aurais peut-être d'autres questions un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada et qu'est-ce que tu as fait avant d'être libraire, justement? Est-ce que tu as fait d'autres métiers auparavant ou des études? Alors moi, à la base, j'ai aussi une formation en sciences politiques. Ah, super. Moi aussi, à la base, j'ai fait des études de droit, de sciences politiques, de relations internationales. J'ai travaillé notamment dans ce qu'on appelle l'aide au développement. Donc, au niveau international, en fait, je fais des appels à projets, notamment dans le thème de la santé, enfin, dans le milieu de la santé publique, de l'éducation, de l'enseignement supérieur. C'est des choses qui me tenaient un petit peu à cœur, enfin, les thèmes qui me tenaient à cœur. Donc, moi, je suis aussi diplômée de sciences politiques, mais il y a plusieurs années. Donc, j'ai d'abord travaillé comme ça. Vécu dans plusieurs pays, au Pérou, à Cuba, au Canada, à chaque fois pour des expériences dans un temps limité. Et voilà. Et actuellement, je vis toujours pas en France, mais j'ai pas souhaité dire sur mon Instagram où je vivais. Mais du coup, cette fois-ci, j'ai choisi un pays musulman, alhamdoulilah. Ok, Et machallah, voilà. super. Voilà, t'es d'Inès, mais voilà. Je... Super. Et Ah du oui, coup, je précise avant que t'écoutes. non, mais je précise qu'on se connaît dans la vraie vie toutes les deux et on se côtoie beaucoup, donc c'est pour ça que des fois, désolé. Mais voilà. Non, C'est non, c'est que une j'aurais dû discussion, hein. réfléchir avant d'accepter de faire un live avec une fois de plus parce que j'ai peur de lâcher le blaze, j'ai peur de lâcher toutes les informations qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, du coup, c'est bouche cousue. Donc, ok. Khair, Inch'Allah. Une Pardon. fois de plus, ouais, non, machallah. Et du coup, donc, tu as été libraire directement après tes études? Ça a été ton métier depuis le début ou est-ce que... Comment t'es rentrée Non, dans non, pas du tout. l'événementiel, Moi, du coup? je travaillais vraiment dans la coopération internationale à la base. Moi, à la base des bases, je travaille dans des ambassades, D'accord. dans des entreprises qui travaillent avec des gouvernements. On répond à des appels à projets, on soulève quelques millions d'euros et après, on les dépense en Afrique, etc., etc. Ok, d'accord. Donc, du coup, c'est toi qui as Alors, fait cette en Afrique, au transition. Moyen-Orient, c'était ma zone de prédilection quand je travaillais dans l'aide au développement. Voilà, on veut construire des hôpitaux en Afrique, on construit un orphelinat, on veut refaire le système de santé sociale, des choses comme ça, D'accord, de ok. système de sécurité sociale. Et qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'édition, la librairie, vers les librairies? Une Parce que du coup, c'est quand augmentation de même des fois. métiers. Ok, d'accord. Non, non, c'est des métiers complètement différents, mais j'ai rencontré des personnes dans ma vie. L'entrepreneuriat m'avait tenté, en fait. J'ai travaillé dans le public et dans le privé. Les expériences dans le privé m'ont plu. J'avais travaillé avant dans des petites entreprises, notamment rien à voir, de boissons, de vente de boissons, de sodas, de choses comme ça. Ça m'a plu et quand l'occasion s'est présentée de travailler dans une librairie islamique, je me suis dit, bah, pourquoi pas allier deux choses qui me plaisent, qui sont à la fois la vente et le côté entrepreneur et le côté dîn, quoi, ma religion qui m'intéressait déjà beaucoup. On va dire que j'ai eu un déclic après avoir fait une umrah. Et je m'y intéressais, j'étudiais, je lisais, etc. Et la umrah, pour moi, a été l'élément déclencheur d'un changement de vie, si je puis dire, pour aller vers quelque chose de plus en phase avec ma religion, en tout cas d'essayer, Inch'Allah. D'accord, et tu voyais un petit peu une contradiction ou pas dans ce que tu me disais que tu travailles dans l'aide au développement, donc quand même quelque chose déjà à la base de très humain en principe. Est-ce que tu voyais une distance par rapport au dîn et aux valeurs de la religion dans ce milieu ou pas? Pas nécessairement au dîn et aux valeurs de la religion, c'est simplement que, par exemple, quand on travaille, enfin,
Ça dépend pour qui on travaille, ça dépend des domaines dans lesquels on travaille, mais je trouve qu'être entrepreneur, c'est entre guillemets toujours mieux. Mais dans ces milieux-là, c'est pas forcément les valeurs islamiques qui les animent. Quand nous, en tant que musulmans, je parle de nous tous, oui, quand on arrive à répondre à un appel à projet et soulever, je sais pas, par exemple, c'était 12 millions d'euros pour construire des hôpitaux en Afrique, nous, on est content et on se dit, oh, la baraka, masha'Allah. Derrière, il y a des gens qui vont bénéficier d'hôpitaux, mais en vrai, derrière, il y a encore beaucoup de choses. Enfin, bref. L'aide au développement est un sujet bien plus complexe qu'on ne le croit. Et c'est vrai que je préfère voir l'aspect positif, mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, moi, j'y voyais pas, à mon niveau, à moi, j'y voyais pas nécessairement une contradiction avec ma religion. D'ailleurs, si c'est des thèmes qui vous intéressent, je ramène ma fraise. J'ai un article dessus sur mon blog. C'est des thèmes qu'on avait étudiés aussi lors du master. Donc, plus Sur quel de sujet détails. exactement? Pareil. De quoi? Sur quel sujet exactement par rapport à l'aide au développement L'aide au des développement. pays occidentaux vers les pays Ouais. Sur l'aide au africains, développement et ce qu'il implique comme corruption. En fait, ça a des et biais, comme quoi. vernis, Mhm. comme vernis philanthropique, alors qu'en réalité, c'est qu'une entreprise au service du capitalisme de la domination des pays occidentaux sur les pays du Sud. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et on n'écoute pas. Bon, du coup, une fois de plus, pour vous en parler de l'intérieur, peut-être dans un autre live. Ouais, voilà. Mais, C'est une bonne mais idée de sujet. sur mon blog, vous avez un article avec pas mal de références qui, Inch'Allah, vous inspirera. C'est Donc, hyper intéressant. vous pouvez vous abonner du coup au compte de Méthodia en haut à gauche en cliquant sur le titre. C'est gentil, mais Pour bon, voir je son ne fais contenu. vraiment pas pour de la pub. Hein. C'est juste pour que. Ah non, mais c'est le but, hein, le sujet est intéressant, donc ça pourrait diriger les autres. Alhamdoulilah. Du coup, on va rentrer peut-être un peu plus dans le sujet. Réseaux sociaux, outils de bienfaisance, de décadence. Donc Inès, est-ce que on a parlé un petit peu du parcours, enfin le début, on va dire, de l'entrée dans les réseaux sociaux d'une fois de plus. Toi, comment est-ce que tu es rentrée dedans? C'est quoi un petit peu ton parcours sur les réseaux? Comment tu es rentrée dedans et comment tu as réussi à un peu créer une communauté autour de tes thématiques? Ok, alors moi j'aimerais bien avoir une histoire, vous dire que j'avais un plan, une stratégie dès le départ et que je voyais les choses. Voilà, ce serait pas du tout vrai en fait. Comme souvent, mes histoires commencent à l'époque où j'étais une galérienne et en fait, j'étais pas très épanouie dans les études que je faisais et j'ai fait plusieurs prépas pour faire l'ENS et je faisais du droit à l'époque et ça collait pas du tout, mais en même temps, j'étais tellement pas informée de ce que je pouvais faire d'autre, je connaissais pas, que j'étais voilà, un petit peu embourbée dans des études qui me convenaient pas. Et pour oublier ma peine, j'ai commencé les réseaux. De façon générale, moi j'aime beaucoup la transmission, j'aime bien discuter, j'aime bien comprendre et trouver un moyen d'exprimer les choses de sorte à faire circuler des idées intéressantes. Et du coup, même avant de commencer mes réseaux publics, j'étais dans j'utilisais mes réseaux de façon à partager ce que mes amis n'appelaient plus des stories, mais des reportages. Et du coup, j'ai commencé comme ça, assez naturellement, avec Snapchat. Ensuite, j'ai vite compris les limites de Snapchat, surtout à partir de la première réforme. La première mise à jour de Snapchat, la grosse mise à jour, même ils ont inclus les grosses publicités pour tous les comptes de la télé-réalité. Ils ont, je ne sais plus exactement ce qui s'était passé, mais ça m'avait choquée. Ça m'avait dégoûtée, j'avais perdu beaucoup d'abonnés et tout, ça m'avait vraiment énervée. Du coup, j'avais quitté Snapchat et je suis allée sur Instagram en pensant que c'était mieux. Après, j'ai découvert que c'était encore plus la jungle. Et voilà comment j'ai commencé sur les réseaux. Donc, c'est vraiment sensibilité personnelle parce que je suis tournée vers la transmission. Et un petit peu de hasard au départ. Et puis après, on a construit un projet sur les bases improvisées, quoi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Du coup, est-ce que les réseaux sociaux, toi, comment est-ce que tu fais un petit peu la part des choses sur l'utilisation de contenu, etc. Parce que je vois dans tes stories souvent que tu essaies d'avoir un petit peu de recul. Comment est-ce que tu gères un petit peu ça? Alors, c'est une très vaste question, mais j'embraye, puis après on verra, Inch'Allah, où est-ce que ça nous mène. Les réseaux, c'est une thématique là qu'on est en train de traiter là, sur la question des réseaux sociaux, décadence, bienfaisance, qui m'intéresse énormément. Sur laquelle je suis en train de préparer un séminaire. Donc, j'ai beaucoup de lectures déjà en cours et déjà terminées parce qu'il faut vraiment qu'on inclue un rapport éthique dans notre consommation de réseaux sociaux. À ce jour, on ne s'est jamais en fait posé de questions sur qu'est-ce que c'est et on s'est juste dit, parce que c'est nouveau, hein, on est avec, c'est pas...
on est en train de les découvrir en même temps qu'ils sont en train en même temps qu'ils ont été inventés, quoi. On est vraiment des contemporains. Du coup, on fait vraiment comme si c'était un outil gratuit qui était mis à notre disposition et c'est super chouette parce que ça nous permet de découvrir plein de choses. On a accès à du divertissement, on peut découvrir de l'information, on peut garder contact avec des personnes qui sont à l'étranger, des personnes qui sont loin. Donc en fait, en réalité, on ne s'est jamais vraiment posé la question de est-ce que oui ou non j'utilise ou pas les réseaux. À la rigueur, c'est sur quoi on se pose un petit peu de questions, c'est est-ce que oui ou non je mets des photos de moi. Je sais pas, peut-être qu'il y a un petit appel de la fêtara où on se dit bon bah peut-être que c'est pas normal de s'exposer comme ça, donc on a un petit peu de scrupule sur cette question. Du coup, il va y avoir le camp de ouais, moi je mets des photos de moi et du camp de ah, moi j'ai 0 photo de moi nulle part. Et en fait, on ne se pose pas la question du fonctionnement des réseaux. On connaît le mot algorithme, mais de façon assez floue. En fait, c'est un petit peu une nébuleuse comme ça. Je sais qu'il y a un algorithme, je ne sais pas exactement ce que ça fait. Et quelles sont les implications sur ma santé mentale, sur ma représentation de la réalité sociale, sur mon rapport aux autres et sur les relations que j'entretiens ensuite dans ce qu'on appelle tristement la vraie vie. Bon, bref. Et du coup, j'essaie de ne pas aller trop vite et de dire trop de choses. Et donc, le rapport que j'ai au réseau, il est assez conflictuel parce que je ne sais pas si... Levez la main si vous vous sentez concerné, mais moi, je suis concrètement une addict. J'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Parfois, j'ai l'impression que mon téléphone, c'est une greffe dans ma main. Je suis toujours en train de répondre à des messages, de gérer. Quand je vois qu'il y a des commentaires en cours sur des posts, je suis obligée de les surveiller. J'ai peur que ça dégénère. Et du coup, j'en souffre énormément. D'ailleurs, je viens de faire une pause. Là, je reviens sur les réseaux ce soir avec ce live. Tristement, je vois des mains se lever. Et du coup, en fait, j'ai eu à me poser des questions sur ma consommation de réseau il y a quelques années déjà. Pour, d'une part, l'addiction que j'avais développée. Et je me rendais compte que ma santé mentale en prenait un coup. D'autre part, la violence que je constatais de trop. Des messages vraiment pas sympas, des attaques, les commentaires, ça part toujours en vrille. Tu peux parler de tout ce que tu veux, ça finira en Maroc contre Algérie, haram contre halal, et on est tous des mouftis, on a tous le droit de parler. Donc, cette liberté d'expression qui me dérange beaucoup. Ensuite, la question de l'ostentation qui est très, très, très dérangeante aussi. La façon dont les personnes s'inventent une vie. La façon dont les gens ont très peu de scrupules à s'exposer et carrément, ça devient un commerce avec ce qu'on appelle du personal branding, etc. etc. Donc, c'était ces 3 pôles-là, si on veut, ça a été vraiment les axes sur lesquels j'ai eu beaucoup à réfléchir. Pourquoi tant d'addiction? Pourquoi tant de haine? Et pourquoi tant de liberté d'expression qui part en vrille dans les commentaires? Pourquoi tant d'ostentation et pourquoi tant de construction d'images? Donc, à partir de ces 3 difficultés, j'ai construit beaucoup de réflexions que j'essaierai de partager parce qu'il y a énormément de choses à dire lors d'un contenu un peu plus organisé que ce qu'on fait ce soir. Mais c'est hyper important qu'on soit tous en train de s'initier. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai eu à m'intéresser à Instagram, au fonctionnement d'Instagram, au groupe Meta, Facebook, enfin ex-Facebook. C'est pour ça que j'ai eu à m'intéresser à la représentation de la réalité que permettait Instagram. C'est pour ça que j'ai eu à m'intéresser à toutes ces thématiques-là. C'est pour ça que je suis en rejet des réseaux. J'ai arrêté de montrer mon visage parce que moi, au début, quand j'ai montré mon visage, quand j'ai commencé les réseaux, je me suis posé aucune question. Je me suis dit, je parle aux gens, je monte ma tête. Et comme je ne postais pas de selfie de moi, il ne s'agissait pas de moi en vrai, c'était juste, puisque je parle, le véhicule de ma parole, c'est ma personne, donc j'utilise ma personne pour transmettre. Puis après, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, ça devenait de la triche parce que j'utilisais ma personne pour transmettre des idées et donc la sympathie que j'inspirais aux gens devenait une caution pour la validation de mes idées. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ça. On est vraiment dans une forme d'idolâtrie vis-à-vis de certaines personnes qui me dérangent beaucoup, donc j'ai décidé de retirer mon visage des réseaux. 4 ans après avoir commencé, j'ai retiré toutes mes vidéos, j'ai retiré... Bref, d'ailleurs, aujourd'hui, je porte mon magnifique masque qui me permet encore de garder une certaine distance avec ce monde-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai commencé par retirer mes réseaux,
mes photos, ma personne. En fait, j'essaie de soustraire un maximum de ma personnalité pour me concentrer sur ce que j'avais à transmettre, les idées qui doivent circuler, qui ne doivent pas trouver comme support ce que je suis et ce que je représente et ce que j'inspire aux gens. Ensuite, j'ai créé mon site internet de sorte à proposer aux gens de migrer le plus possible d'Instagram qui est addictif et qui comprend plein de défauts vers un site dans lequel ils pourraient se connecter quand eux ils le décident, c'est plus leur téléphone qui décide, avec une newsletter. Et je finis par créer mon propre proto-réseau social. On est encore en train de travailler dessus. Inch'Allah, il y aura beaucoup d'améliorations, mais on a déjà environ 400 membres avec un mode de fonctionnement et une utilisation qui normalement dépasse les défauts d'Instagram. Voilà. J'ai parlé beaucoup, je suis désolée. J'espère que j'ai pas trop empiété sur la suite. Non, très bonne introduction. Merci Inès. On va revenir un petit peu sur le fonctionnement justement d'Instagram qu'on connaît pas trop et moi la première. Avant ça, juste une fois de plus, peut-être nous dire un petit mot sur ton rapport au réseau. Est-ce que c'est un rapport où tu es plutôt à l'aise avec? Est-ce que tu es aussi, voilà, tu as peur un petit peu de parfois dépasser certaines limites? C'est quoi un petit peu ton lien avec les réseaux sociaux? Alors, il y a des choses bien sûr communes avec Inès, sauf que pour ma part, j'ai pas du tout affiché mon visage sur les réseaux sociaux depuis le début de Une fois de plus. Moi, j'avais fait le choix déjà de base de ne pas afficher mon visage, donc j'ai pas eu à l'enlever et à entre guillemets me dépersonnaliser par la suite. Pareil, je ne mets pas enfin volontairement en fait, je communique pas mon prénom, pas mon âge, pas le pays dans lequel j'habite. En fait, vraiment pour moi, c'est comme le disait Inès, c'est vraiment un objectif de sortir de cette idolâtrie qu'on a pour certaines personnes, c'est-à-dire que on peut avoir de la sympathie saine et se dire cette sœur, j'apprécie comment elle réfléchit, on discute, on s'envoie des messages, il y a pas de problème. Mais moi j'ai beaucoup de mal avec le fait que l'introduction dans la vie des gens. Je parle en général, hein, pas dans la mienne. Moi, j'ai une communauté, alhamdoulilah, très, très bienveillante. Je suis très bien entourée sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que je le vois, certaines sœurs avec leurs époux, leur foyer, leurs enfants, etc. J'ai, pour ma part, pas envie de rentrer là-dedans. Voilà, chacune fait absolument ce qu'elle veut. Pour ma part, c'est pas une démarche qui me plaît. C'est pas quelque chose dont j'ai besoin. Je me complais très bien dans cette sympathie saine. Même les sœurs, enfin, voilà, j'ai pas nécessairement besoin de connaître leur situation, enfin, tout savoir sur elles. Et ça me va très bien dans cette forme de distance entre nous. Ça me plaît. Après, j'ai aussi ce problème de dépendance, entre guillemets. Je reçois, comme Inès, hein, plein de messages, machallah, et comme toi, certainement, milieu islam, pardon, d'ailleurs. Plein de messages, je suis très sollicitée, j'aime beaucoup ça. Mais à côté de ça, je me sens très coupable quand je réponds pas à mes messages. Je passe énormément de temps sur mon téléphone. Et à côté de ça, il y a aussi, moi, il y a quand même un aspect qui est commercial. C'est-à-dire que je vends des articles sur les réseaux sociaux, je vends des livres, des calendriers, des bougies. Je vends des choses sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que pour m'en détacher, il y a aussi la partie, c'est une boutique en ligne et les gens ont besoin de conseils. Ils aiment bien parler. C'est normal, avoir des conseils avant d'acheter. Donc, il y a aussi cette partie-là qui fait que c'est très difficile de s'en détacher. Et tout ça est assez compliqué, on va dire. Et il y a aussi le fait que des fois, j'ai envie de dire des choses, de montrer plus de choses, mais je me pose toujours la question avant, je me dis, est-ce que j'ai envie de le dire et de le faire pour mon ego, ou est-ce que j'ai envie de le dire parce que vraiment ça va être profitable? Je sais pas, mais ne serait-ce que son assiette au restaurant, c'est des choses bêtes, hein. Des fois, on se dit, ah, je vais le partager juste parce que j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment dans cet endroit, etc. Mais des fois, je me questionne, je me dis, ah, est-ce que je le montre parce que, enfin, voilà. C'est une remise en question. Je pense qu'il faut, une des clés, entre guillemets, pour les réseaux sociaux, c'est vraiment de se remettre en question et de renouveler son intention tout le temps et d'être dans le juste milieu aussi. C'est-à-dire que attention, hein, j'ai pas dit, faut jamais partager son assiette, faut jamais dire ce qu'on a cuisiné, etc. C'est juste qu'il y a un juste milieu à chaque chose. Et voilà. Il y a aussi le fait que j'aimerais dire plein de choses sur le plan politique. Mais j'habite dans un pays dans lequel je suis pas résidente permanente, je suis résidente temporaire, on va dire, et je peux pas exprimer ce que j'ai envie de dire sur le lieu où j'habite, par exemple, alors qu'il y aurait plein de choses à dire et plein de choses à dire sur peut-être plein de pays musulmans, plein de pays arabes, etc.
Mais bah, c'est vrai que souvent, je me censure et je dis pas grand-chose. Et je me dis que c'est mieux de garder l'anonymat et de pas dire là où j'habite. Et quand j'y habiterai plus, bah, je pourrais dire plein de choses et mettre plein de critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà. Merci une fois de plus. Et du coup, Inès, ou je sais pas aussi, sûrement, une fois de plus, tu auras des choses à dire là-dessus sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce qu'ils attendent de nous et comment est-ce que ça, en quoi ça pourrait être un danger ou pas? Alors, c'est qui le il? Les Illuminati? Non, ceux qui s'occupent des réseaux sociaux, ceux qui s'occupent des fonctionnalités, du chemin que prennent les réseaux. Ben, tu vois, ça, c'est hyper important de commencer par là, parce que un des gros défauts de la pensée des personnes aujourd'hui, c'est une expression que j'utilise tout le temps. Donc, si vous connaissez un petit peu, vous êtes un peu familière de mes partages, vous savez ce que je vais dire. On vit en pilote automatique. Quand on a une nouveauté qui nous est proposée, on a très très peu le réflexe d'aller se demander le comment et le pourquoi. Donc, quand on a mis à notre disposition Instagram, on s'est juste dit, ah, c'est cool, une application pour partager des photos. Personne ne s'est demandé comment et pourquoi. Et quand on se pose la question du comment et du pourquoi, on démystifie les choses et on va à la source. Et on se pose la question que tu viens de poser, Barakallahu fiki Shaima, on se dit, qui sont les gens derrière et quels objectifs ils servent? Et en fait, derrière les Facebook, les Instagram, les Snapchat, les TikTok et les machins, on a qui travaillent dans des bureaux, qui imaginent le monde de demain, qui se permettent de le faire. En fait, nous, on ne se permet pas de le faire pour des raisons obscures que j'ignore, mais sur lesquelles on devrait parler un jour aussi, mais qui se permettent de le faire. Comment demain on va communiquer? Quelles sont les nouvelles technologies que l'on va utiliser? À quoi le monde de demain devrait ressembler? Nous, malheureusement, les musulmans, on n'a pas de projet pour le monde de demain. On se contente de suivre la vague et de pleurer quand ça ne va pas ou de critiquer comme ça, mais bon, la mise en pratique, voilà, il y a un gros décalage. Et ces personnes qui se posent la question de quel sera le monde de demain, elles sont à l'origine des innovations qu'on utilise tous aujourd'hui. Parmi ces innovations, donc ces réseaux, derrière, on a des ingénieurs des psychologues spécialistes des comportements, on a des ingénieurs comportementalistes, je ne sais plus comment on appelle ça, des personnes qui se demandent comment faire fonctionner ces réseaux, comment maximiser les gains qu'on peut tirer de ces réseaux, comment faire en sorte que les personnes restent le plus longtemps possible sur les plateformes. Eux, ils vont utiliser de la langue de bois, ils vont dire comment faire en sorte d'optimiser l'expérience client. Mais si je vous dis ça en langue pour de vrai, quand on arrête de parler chinois, ça veut dire en gros comment rendre les gens addicts pour qu'ils dépensent un max d'oseille. C'est tout. Donc, sur Insta, on se demande clairement comment faire pour que les gens restent le plus longtemps possible. Donc, on va avoir une communication officielle sur Insta de ouais, c'est le réseau social super cool, vous allez pouvoir partager des vidéos, partager des trucs qui vous inspirent, des petits reels, des photos, partager ce que vous aimez, votre passion, machin. Et en réalité, ça veut juste dire c'est un espace où vous allez pouvoir exprimer complètement votre narcissisme, où vous allez pouvoir construire tout un monde fictif et illusoire autour de vous ou de votre activité et vendre des produits. Et du coup, on voit, et je l'avais déjà prédit il y a quelques temps, mais j'ai rien fait d'extraordinaire, c'est juste en ayant compris la logique du truc, j'ai pu le dire. Instagram deviendrait une espèce de Amazon ou une marketplace, quoi. Et c'est ce que c'est en train de devenir. Aujourd'hui, on a remplacé le bouton j'aime, vous savez, le cœur là pour voir toutes les notifs ou les gens qui ont mis vos posts, par un panier. Et tu peux enregistrer tes coordonnées de carte bancaire et tu peux mettre les choses dans un panier et tu as un espace Instagram Shopping, etc. Et c'est vraiment ce qui était prévisible en réalité. Sur Instagram, il y a énormément, enfin sur les réseaux de façon générale, il y a énormément d'argent qui circule. Et c'est un marketing extrêmement violent et agressif parce qu'en fait, tout est conçu pour atteindre les gens là-dedans et là-dedans, dans leur région et dans leur cœur. Et le cœur est le siège de la raison. Alhamdulillah, en tant que musulman, on le sait. Et donc, comment ça va fonctionner en gros? On va avoir une story qui sert à créer un lien émotionnel et un attachement personnel avec un influenceur, avec, vous appelez ça comme vous voulez, un Instagrammeur et compagnie. Donc, tous les jours, on va regarder, on va consommer un petit peu de cette story et puis cette personne, elle va nous partager sa vie, des petits moments de spontanéité, etc. Mais en réalité, tout est calculé. Tu ne montres jamais quand tu es en train de nettoyer tes toilettes sur Insta.
Sauf quand tu veux faire genre, t'es authentique, regardez, moi aussi, je nettoie. Mais sinon, en réalité, tout est calculé quand je fais ma story pour me construire une vie. D'ailleurs, ça s'appelle une story. En gros, je construis mon histoire, quoi. C'est moi qui suis à l'œuvre. Donc, peu importe à quoi a vraiment ressemblé ma journée, moi, je peux construire ce que je veux. Donc, la story, ça crée un lien comme ça, zama spontané pour les personnes. Donc, un attachement émotionnel, on commence à se sentir impliqué émotionnellement avec les partages de la personne, avec sa vie. Ensuite, on se construit une identité visuelle, on fait des posts qui vont avec. Et puis, quand on a cette attache avec les gens, on peut leur vendre plus facilement. Je ne dis pas que c'est malsain en soi. Cette idée d'inspirer la confiance aux gens pour aller acheter, franchement, il n'y a rien de plus que du commerce derrière. Hein. C'est pas le diable. Mais la façon dont c'est fait sur Instagram aujourd'hui, ça contribue à une immense industrie qu'on appelle le marketing d'influence. Et il y a énormément d'arnaques derrière. Les arnaques, elles vont aussi prendre la route de... comme je vous l'ai dit, quand il faut construire son histoire, Instagram nous donne tous les outils pour le faire, la story, les posts, machin. Donc, derrière, on va avoir beaucoup de gens qui s'inventent une vie. Il n'y a rien de plus que de l'escroquerie derrière. Énormément de libéralisme sur les pratiques commerciales qui peuvent avoir lieu sur Instagram. Donc, bien sûr, tout le monde va devenir coach et tout le monde va devenir consultant et tout le monde va devenir spécialiste, expert en je sais pas quoi et tout le monde va écrire sur sa bio « J'aide les remplacer par ce que vous voulez à faire ce que vous voulez ». Donc, exemple, j'aide les femmes à, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout ça, c'est parce que Instagram le permet. On peut tous s'inventer une vie. Et ça, c'est vraiment les fonctionnalités d'Insta qui ont abouti à ça. Nous, on a l'impression juste de s'en saisir et de créer un marché et puis de devenir tous des entrepreneurs et c'est magnifique. Mais en réalité, c'est vraiment le réseau social qui est conçu de cette façon-là. Il faut vraiment s'en rendre compte, c'est hyper important. Ça évite de tomber de haut. Et parfois, quand on n'a rien à vendre, vous voyez, une fois de plus, elle vous vend des produits qui sont bien identifiés. Pour ma part aussi, j'ai des produits qui sont en vente. J'ai un contenu qui dépasse aussi la simple transaction commerciale. Mais voilà. Quand les gens n'ont rien à vendre, ils vendent leur image. C'est ça le marketing d'influence. Et quand on vend notre personne. Donc, ça veut dire quoi vendre mon image? Ça veut dire que je vais me construire une image. Ça veut dire que je vais programmer la publication de photos dans des endroits en particulier. Je vais mettre en scène ma vie de sorte à inspirer. C'est vraiment le mot, tu m'inspires. C'est vraiment c'est symptomatique de tout ce que je dénonce sur Instagram. Même si, je ne serais vraiment pas touchée, blessée si vous me dites que je vous inspire et tout. C'est ça, hein, encore une fois. C'est juste que la dérive, il faut l'identifier parce qu'elle est grave. Les gens vont vendre leur image. Vendre eux-mêmes. Donc, ils vont se mettre en scène, faire des photos. Là, c'est moi qui attends le train. Là, c'est moi qui attends l'avion. Là, c'est moi qui ai cuisiné. Là, c'est moi et mes enfants. Là, c'est moi lors des fêtes. Là. Et donc, ce délire mégalomane narcissique permet de vendre des produits par la suite. Ou alors des produits en mode avec ce qu'on appelle un partenariat, de l'affiliation, etc. Ou alors, je vais vous inventer juste une formation pour vous expliquer de devenir comme je suis. Donc, je vais vous expliquer comment avoir confiance en vous, gérer les relations toxiques. Bon, bref, vous connaissez la musique. Et donc, voilà, sur le fonctionnement d'Instagram, voilà ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Je crois que je vous ai tout déballé ce que j'avais prévu de vous dire ce soir. Le fonctionnement en lui-même doit, de votre part, je vous le dis de façon très solennelle parce que vous ressentirez bien ce que j'essaie de vous transmettre ici, il doit provoquer des questionnements importants. Qui sont les gens derrière? C'est qui les petits messieurs, les petites dames à la Silicon Valley ou ailleurs qui imaginent les technologies que l'on utilise et comment? Le pourquoi et le comment. Quels qu'ils servent? Parce qu'ils appellent ça réseau social, mais est-ce qu'en réalité, on a de plus en plus de relations sociales, des relations sociales plus fortes, des relations sociales plus solides, ou est-ce qu'on est au contraire les plus isolés qu'on ne l'a jamais été? Et vous voyez bien la réponse, elle est où? C'est qu'aujourd'hui, on nous parle du monde des réseaux sociaux où on est tous connectés, on n'a jamais été en contact avec autant de gens et on peut discuter avec des gens du monde entier, blablabla, mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais été aussi seul. Donc, il y a ici un paradoxe qui normalement,
nous oblige à vraiment, on lève le frein à main, on arrête tout, on réfléchit. Comment ça se fait qu'à l'ère des réseaux sociaux, on n'a jamais eu des relations sociales aussi faibles? Pourquoi le tissu social est aussi atteint, aussi malade? Parce qu'on a autant à se plaindre des gens, on n'est jamais épanoui dans nos relations. Enfin, je veux dire, à l'ère des réseaux sociaux, c'est là où on a commencé à tous entendre parler de pervers narcissiques et de machin. Tous les mots sont apparus. Et enfin bon, bref. Donc, qui sont derrière les gens derrière les réseaux? Qui sont les ingénieurs et ces gens qui prévoient ces technologies qu'on utilise aujourd'hui? Et qui sont et pourquoi? Qu'est-ce que ça sert? Et quelles sont leurs promesses officielles? Sachez que c'est de la langue de bois. Et demandez-vous dans les faits ce qu'il en est. Voilà ce que j'avais à dire sur ta question dont je me souviens plus. Merci Inès. Non, c'est ça, sur le fonctionnement d'Instagram. Ah, c'était le fonctionnement d'Instagram. Parfait. Voilà, bah voilà, j'ai fait le tour. Super. Une fois de plus, tu veux réagir? C'est exactement tout ce qu'elle a dit, hein. De toute façon, c'est pas les cœurs qui sont connectés, là, c'est les cerveaux, mais en effet, c'est ça. Là. Instagram cherche notre temps et notre argent. Et ils arrivent très bien à l'avoir. Inès, on avait déjà parlé, le scrolling, le fait de, vous savez, quand vous êtes sur le feed de Instagram, là, de descendre en illimité. Oh, mais quelle invention! Mais vraiment, ça, c'est une incarnation typique de le temps et l'argent qu'on passe sur ces trucs-là. Vraiment, c'est impressionnant. Enfin, faut absolument limiter. En fait, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a des outils. Typiquement dans le téléphone, enfin, je sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais l'outil temps, l'outil limite de temps, je sais pas comment ça s'appelle sur les autres téléphones, mais rien que cet outil-là pour déjà quantifier, se rendre compte et faire un constat du temps qu'on passe sur notre téléphone et sur les applications. Me dites pas vous passez du temps sur l'application Ta'al Qur'an et des rappels, des hadiths, etc. En vrai, la répartition du temps, souvent, elle est sur les réseaux sociaux. Et même si on regarde des rappels sur les réseaux sociaux, je le fais aussi, hein, des rappels, des comptes intéressants, voilà, le compte de Méthodia, le mien, peu importe, mais des comptes un peu qui sont un petit peu entre guillemets intéressants d'un point de vue religieux, spirituel ou de la réflexion. Mais on y passe énormément de temps, donc c'est quelque part que Instagram réussit son coup et comme elle le dit, la partie consommation, enfin. Bon, je sais pas, moi, j'avais fait un petit tableau, en fait, avant cette soirée. Voilà. J'ai un petit tableau ici. J'avais fait bienfaisance, décadence. J'avais fait les causes et les conséquences de chacun, mais dans les causes, dans la décadence, mais tout ce qui est placement abusif, surconsommation et autres, moi, je trouve que c'est vraiment un fléau. Comme le décrit Inès, c'est, en fait, c'est notre société de consommation, mais en virtuel et c'est décuplé, quoi. J'ai l'impression que les gens achètent vraiment tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut vous vendre, enfin, vraiment tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et même des choses dont on n'a pas besoin. Et en fait, c'était des études marketing qui disaient qu'en fait, à force de voir des placements de produits chez l'une, chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre, je crois que il en a besoin de voir un produit 7 fois pour être convaincu qu'on en a besoin. Même des trucs dont on n'a pas besoin. Enfin, subhanallah, comment le cerveau est fait et on va vous faire payer. Alors, avec le dropshipping, on va faire payer des trucs 50 euros alors qu'ils sont vendus 2 euros sur des sites chinois. Enfin, moi, je trouve ça, bref. Je trouve ça scandaleux et je trouve qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment faire très, très attention à ce qu'on fait de ces réseaux sociaux, au temps qu'on y passe, à comment on dépense son argent sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Et ce qu'on accepte de montrer aux autres et de partager avec les autres également. Je trouve que tout est dans la juste mesure. Et je voudrais aussi dire que ces industries veulent toucher des personnes toujours de plus en plus jeunes. Et ça aussi, ça me fait extrêmement peur de voir des jeunes filles et des jeunes garçons de 12 ans, 13 ans, qui sont seuls sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des jeunes filles, elles ont 15 ans. Elles me parlent sur Instagram toutes seules. Seule à seule. C'est pas, il y a maman derrière, il y a papa à côté. Je leur demande, elles sont seules. Subhanallah, à quel moment on laisse un enfant, parce que pour moi, à 12 ans, 13 ans, c'est un adolescent, mais voilà, c'est un grand enfant, tout seul sur les réseaux sociaux avec tout ce qui traîne. Enfin, voilà, je trouve ça un peu inquiétant. Sur la question du scrolling J'ai dit plein de infini, trucs. c'est hyper intéressant c'est bien que que tu l'aies soulevé. Il y a une vidéo que je vous ai fait, un extrait, vous le retrouvez sur mon post. Alors, comme je vous ai dit, c'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup, donc il y a pas mal de contenu que j'ai déjà produit sur ça. Et vous avez un guide Instagram, si vous allez sur mon profil, vous le trouverez, qui s'appelle Éthique et réseaux sociaux. Et dedans, il y a un post. Justement, on va leur scroller un petit peu pour le retrouver. Oui, vous avez un extrait d'un documentaire qui est très intéressant. Je crois que c'est un cache investigation, me semble-t-il. Et il y a un journaliste français qui est parti interviewer l'Américain qui est à l'origine de l'invention du scrolling infini. Et il explique lui-même qu'il est dégoûté
de ce à quoi il a abouti. Et pourquoi c'est intéressant de voir cette vidéo? Parce qu'en fait, on sort, encore une fois, démystification. On comprend que derrière, il y a des gens qui ne sont pas le Dajjal ou je sais pas quoi, qui sont juste des personnes qui évoluent dans un monde qui n'est pas le nôtre. Du coup, c'est une réalité qui est très éloignée de la nôtre et on a tendance à se sentir complètement perdu. Et on a l'impression que c'est tout un monde alors que c'est rien du tout. C'est juste des ingénieurs et des personnes qui se retrouvent entre elles et qui inventent un modèle de communication et elles pensent faire du bien. Ce monsieur nous explique qu'au moment où il a inventé le scrolling infini, il n'avait aucune idée que de l'addiction que ça allait mener et des dérives que ça allait emporter. Il fut un temps, le scrolling existait, l'algorithme vous présentait les posts des personnes auxquelles vous étiez abonné, des hashtags que vous suiviez, je sais pas quoi, puis au bout d'un moment, ça s'arrêtait. C'est-à-dire que voilà, reviens demain, t'as fait le tour. Et maintenant, vous pouvez scroller non-stop, il y aura toujours du contenu à consommer. Et cette personne qui a inventé ça nous disait, bah, moi dans ma tête, je remplissais le cahier des charges, on travaillait sur comment augmenter le taux de rétention des personnes, faire en sorte qu'elles soient de plus en plus présentes sur la plateforme et maximiser leur expérience client, l'optimiser, machin, machin. Et après, il a démissionné et maintenant il milite contre sa propre invention en expliquant que voilà, moi, mes enfants, ils n'ont pas accès à ça et moi-même, je me l'interdis sur mon téléphone et je n'avais pas, bon, après, hein, mon œil, je n'avais pas idée d'où est-ce qu'on allait avec tout ça. Bon, c'était quand même prévisible, hein, tu as inventé un produit, un puissant fond, quoi. Donc, bon. Mais bon, khair, Inch'Allah, apparemment, il est en train de se repentir, donc il fait acte de tauba, un minimum. Mais bref, vous y avez compris. Voilà, donc jetez un coup d'œil à ça juste pour vous rendre compte que ce sont juste des personnes derrière tout ça. C'est pas une industrie qui nous dépasse, qui est complètement indépassable, avec un horizon qui est pour nous celui du fatalisme, parce que nous les musulmans on a beaucoup le défaut de penser en termes de fatalisme. Ce qui est en train d'arriver, c'est trop grave. C'est grave, tu te rends compte? Ah là 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 là. Je vais pas vous sortir tous les mots qu'on n'a pas le droit de dire, mais vous comprenez. Le vaccin, c'est grave. Israël, c'est grave. La corruption dans nos pays, c'est grave. Est-ce qu'on peut sortir du c'est grave et rentrer dans le comment et pourquoi? Et là, on trouve des solutions. Donc aujourd'hui, si on se rend compte qu'il y a des problèmes sur Instagram, encore une fois, comment? Pourquoi? Et on discute intelligemment. Et derrière, encore une fois, derrière cette industrie, il y a des personnes qui s'organisent. C'est le seul mérite qu'elles ont et qu'on n'a pas. Elles s'organisent. Voilà. Merci Inès. Pour revenir un petit peu sur un sujet que vous avez un petit peu introduit, vous avez introduit vous deux, sur justement l'image de la femme. Comment est-ce qu'elle est atteinte par les réseaux sociaux et qu'est-ce que ça implique pour les femmes qui sont pratiquement, quand on regarde le film, moi je vois que généralement c'est beaucoup plus les femmes qui sont mises en avant et qui projettent une certaine image. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ou est-ce que cette question vous inspire ou pas? Je ne sais pas une fois de plus si tu veux commencer, sinon moi pour parler de la femme, je suis toujours là. Il y a beaucoup de trop à dire, mais je pense qu'on le voit, on le sait tous, évidemment, les réseaux sociaux. Nous, on a beau être dans nos petits mondes respectifs, Méthodia et moi, avec un contenu sans forcément exposer des femmes, nos personnes ou des femmes ou de la nudité, ou en tout cas pas beaucoup ou de façon raisonnable. On sait très bien qu'Instagram, d'ailleurs, il y avait eu ce fameux scandale de l'entre guillemets la prime à la nudité, Instagram qui mettait beaucoup en avant les photos de femmes dénudées. Enfin bref, avec ce fameux algorithme qui les mettait plus en avant, et donc les influenceuses, plus elles se dénudaient, plus elles étaient mises en avant, plus leur visibilité augmentait, plus elles étaient rémunérées pour leur placement de produits et leurs différents partenariats. Enfin bon, Allahu musta'an. Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent. Il y a déjà de la part des non-musulmans, ce truc de toujours montrer une femme de moins en moins habillée tout le temps partout. Encore une fois, sur Instagram, il y a des adolescents, il y a des jeunes personnes. L'image que ça renvoie, alors déjà aux jeunes garçons, il n'y a rien de fameux, et aux jeunes filles encore plus. C'est Inès qui le dit de toute façon, mais c'est d'une telle violence pour la femme que de voir d'autres femmes exposer leurs atours comme ça, exposer leur beauté, ça crée des tels complexes, ça crée des réels troubles de la personnalité. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui en fait, on appelle ça de la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elles ne se voient pas comme elles sont réellement. Tu sais, quand vous avez une femme qui est d'une morphologie saine, voire mince,
enfin qui est dans la norme et même plutôt vers le mince et qui vous dit qu'elle est grosse parce que sur Instagram, elle voit que des femmes faites comme ceci, faites comme cela, avec un ventre extra plat, etc. C'est inquiétant. C'est des troubles. C'est des troubles. Ça peut créer des troubles alimentaires, c'est des troubles psychologiques. Ça peut aller vers des troubles alimentaires et des problèmes de santé. Alors moi, ça m'inquiète vraiment déjà pour en général et au-delà de ça, pour la femme musulmane, on a la question de la pudeur et de l'exposition de nos personnes. Alors, il y a notre exposition physique et notre exposition de notre quotidien, de notre famille, de nos époux, de nos enfants. Astaghfirullah, vraiment. Des enfants qui ne sont pas encore en âge de comprendre, d'être conscients de ce que c'est, d'être exposés sur les réseaux sociaux devant des milliers de personnes, des époux. Et après, on se plaint. Ah, le aïn m'a touché. Non, non, ma sœur, la première des causes, bien sûr, c'est d'invoquer Allah, de demander à Allah la protection. Mais les causes matérielles, c'est évidemment de préserver tout ça, de préserver son foyer, de préserver son époux et ses enfants. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète réellement. Et ensuite, on a la question, évidemment, entre autres, hein, mais du hijab, que Inès développera bien mieux que moi, évidemment, mais du hijab qui est malheureusement sur les réseaux sociaux, pour certaines sœurs, devenu plus un embellissement qu'un acte d'adoration. Et c'est limite devenu un accessoire de mode, malheureusement, pour certaines sœurs. Vraiment, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous guide toutes. Toutes. Moi, la première, je suis loin d'être parfaite, et voilà. Mais c'est juste que, en fait, il y a une différence entre faire un péché, c'est une chose, et exposer ce péché, et inciter par ce fait les autres à le faire. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est, d'accord, on a des sœurs qui ne se couvrent pas comme elles devraient se couvrir, et vraiment, qu'Allah nous guide toutes sur ce point. Il n'y en a aucune d'entre nous qui peut garantir qu'elle aura un hijab sur la tête jusqu'à la fin de sa vie, évidemment. Mais c'est le fait de le montrer et de l'exposer, de donner ses outfits of the day avec des jeans serrés, des petits tops rentrés dans le jean et des turbans et comment je noue mon turban, etc. Et bien sûr, tout ça n'est pas à porter entre femmes, c'est pas sur des comptes privés uniquement réservés aux femmes. Et même si c'était le cas, je conseillerais aux sœurs de pas les mettre dans le sens où on sait jamais où l'image peut circuler, voilà. Mais tout ça est vraiment inquiétant. Et bien sûr, on a ce fameux féminisme qui vient se saupoudrer là-dessus. Des femmes qui vous disent que tout ça, c'est la libération de la femme, blablabla. Moi, je vous dis, hein, la libération de la femme, pour moi, elle est là. Vous voyez ça, là? Femme savante de l'islam, ça, c'est ça nos influenceuses, c'est ça nos objectifs. Et Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, ça, c'est ça pour moi. Ça, c'est ça les influenceuses. C'est ces femmes-là qu'on devrait suivre, qui doivent influencer notre quotidien. C'est des femmes qui ont Masha'Allah, apporté tellement à la Oumma que 1400 ans après, on parle encore d'elles, voire des femmes contemporaines aussi, hein, dans Femmes savantes de l'islam. Ces deux livres, voilà, ça, c'est des femmes qu'on doit connaître. Moi, je veux pas connaître le nom des enfants je sais pas, de Safia, Zoubida, Kenza, je ne sais qui. Moi, je veux connaître ces femmes-là, je veux savoir ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont accompli, elles. Pas l'autre, comment elle noue son turban, l'autre, elle relève son hijab, et machin, et l'autre, est-ce qu'elle a acheté son jean troué. Non, merci, quoi. C'est pas, en tout cas, c'est pas ma vision des choses, voilà. Je te laisse poursuivre, excuse-moi. J'ai monopolisé la parole. Tout excusé. Non, c'est intéressant. Alhamdulillah. Il y avait une question où on dit juste qu'on a envie. C'est sur la femme. Désolée, des petites digressions, t'as le droit. Ok, mais la question c'était la femme. Autour de la Oui. femme, en fait. En quoi ça impacte l'image de la femme et en particulier les musulmanes? En quoi ça impacte l'image de la femme? Alors, pareil, je pense que c'est une question je crois que je me suis largement exposée sur la question de la femme sur le podcast que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube ou en podcast sur les trucs de podcast, mais je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Et du coup, vous aurez un bon contenu là-dessus. Enfin, bon. Tout ce que je pouvais dire, je l'ai dit à ce moment-là, alhamdoulilah. Et c'est hyper important qu'on réussisse entre nous à ouvrir des espaces de discussion, c'est ce que j'ai développé dans ce live, sur la question de la femme et de la féminité et de la définition de notre féminité. Instagram, les réseaux, c'est une prolongation du marketing violent pour la femme tel qu'il existe dans la vraie vie depuis la révolution sexuelle des années 60. Donc ça fait belle lurette qu'on utilise la femme pour vendre. Vous le savez bien, même pour vous vendre un camembert, on va vous mettre une femme en pyjama avec son petit shorty et voilà. Pourquoi? Puisque la femme, ça attire et je ne vais pas dire c'est fait pour, mais la femme est attirante. La femme est belle et c'est bien pour ça que la femme se préserve. Et enfin, préserve sa pudeur.
Et c'est bien pour ça aussi que c'est un djihad aujourd'hui, à l'époque de l'hypersexualisation de la femme, de se préserver. Il y a beaucoup de sœurs qui ont encore beaucoup de difficultés avec la question de la pudeur et avec ces atours qu'on doit garder pour nous et le petit nombre des intimes, parce que c'est une très bonne façon de se faire valoir. Voilà, quand tu veux monter en entreprise, quand tu veux exister socialement, parfois t'as pas beaucoup d'autres, t'as pas à faire tes preuves autres que bien t'habiller et voilà, et tu fais l'affaire. Bon, après ça dépend pour quel, voilà, mais bon, vous savez que c'est quelque chose qui existe et je pense que voilà, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle et d'intelligence de la femme de réussir à comprendre ça, d'accepter la réalité, parce qu'on vit beaucoup dans le déni de la réalité, en mode non, c'est pas vrai, si je me mets bien, c'est pour moi, ça me fait plaisir, c'est faux. Mais bon, khayr inchallah, et rentrer dans donc le vrai monde. Le vrai monde, c'est les hommes et les femmes, nous sommes différents. Une femme est attirante, une femme est belle, une femme a voilà. Et pour ces raisons, elle doit se préserver et contribuer à l'intelligence sociale et la pacification des rapports sociaux par ce fait même. Bon, sur Instagram, ce qu'on va retrouver, c'est cette chosification de la femme, mais à un autre niveau. C'est-à-dire qu'elle existait déjà depuis des années, même avant l'ère des réseaux sociaux, tels qu'on les connaît aujourd'hui, dans les pubs sur les panneaux, dans les pubs à la télé, etc., etc. Sur Insta, on va plus loin. Avec Insta, on donne la possibilité à toutes d'avoir recours à tout ça. Il fut un temps, les mannequins, vous savez, Claudia Schiffer, Naomi Campbell et tout ça, là, c'est un peu périmé aujourd'hui, mais il fut un temps, c'était elles. Et elles étaient les seules à pouvoir avoir accès à tout ça. Aux paillettes, aux podiums, les Fashion Week et compagnie. Les grands mannequins, les top modèles, machin, Kate Moss et compagnie, c'était que pour elles. C'était les femmes issues d'un certain milieu qui avaient été repérées par des chasseurs de tête qu'on avait mis en avant et on en avait fait des icônes. Et voilà, aujourd'hui sur Instagram, libéralisation de tout ça, hein, on crée encore plus d'opportunités de créer de l'argent avec la femme, marchandisation de la femme. Hein. Et on dit à tout le monde, ouvrez un compte Instagram et puis tout le monde peut devenir une idole. Tout le monde peut devenir une icône. Et il y en a qui l'ont déjà prouvé. Il y a des influenceuses avec plusieurs millions d'abonnés qui se sont construits uniquement grâce à Instagram. Instagram, c'est vraiment le réseau social de Kim Kardashian, celle qui a fait péter Instagram. À l'époque où c'était juste une petite application de partage de photos, elle en a rendu un truc, elle s'en est saisie. Beaucoup d'intelligence derrière l'industrie des Kardashians. Elle s'en est saisie et elle l'a fait passer au next level. Pourquoi? C'était avec les photos... j'ai un passé sombre, je suivais ça, il fut un temps, par curiosité sociologique, bien sûr. Et elle avait fait péter Instagram avec sa photo où elle montrait son contouring. C'était nouveau, nous. À l'époque, on ne connaissait pas le contouring. On était encore avec le récil et le Fabre à paupières. Là, on n'était pas... C'était le tout début de tout ça. Et elle a fait la photo où on voyait toutes les couches de maquillage qu'elle mettait et qu'elle assumait aussi, puisqu'on voulait faire croire que c'était naturel. Bon, bref. Et elle a pété Instagram avec ça. Et à partir de là, Instagram, c'est devenu autre chose. D'ailleurs, je crois que si ce n'est pas la personne qui a le plus d'abonnés sur Instagram dans sa catégorie, elle est dans le top 3, c'est sûr et certain. Et donc, avec Instagram, avec ce libéralisme qui est permis par Instagram, tout le monde peut devenir, si vous me permettez l'expression, son propre Mac. C'est-à-dire qu'il fut un temps, les femmes, quand elles rentraient dans cette industrie-là de la mode, de la beauté, des égéries et tout, il y avait des marques derrière qui les portaient. Aujourd'hui, tu peux décider toi-même, ton propre chef, vous voyez, comme quoi c'est une libération de la femme. Ironie, bien sûr, hashtag ironie. Tu peux, de toi-même, commencer à te prendre en photo, commencer à te mettre en avant, prendre ton téléphone, le poser ça comme, mettre un minuteur et faire des pauses toute seule. Et après, tu les balances sur les réseaux. Et en plus, tu prends les gens pour des teubés et tu leur dis « laquelle vous préférez ?» Et les gens, ils choisissent. Bon, bref, c'est ridicule. Et voilà ce que ça a permis Insta. Ça a permis cette libéralisation où chacun peut devenir son propre Mac et en fait se mettre en avant. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a c'est très très grave. On a un manque de discernement tellement grave qu'on a l'impression que c'est une opportunité. Que d'autres femmes le font en dehors de la communauté des croyantes. C'est préoccupant et ça devrait nous préoccuper parce qu'on est porteur d'un message universel. Nous, les musulmans, alhamdoulilah, on est honorés par ça. On est la meilleure des communautés pour ça, justement, parce qu'on ordonne le bien, on condamne le blâmable. Toutefois, que ça se fasse chez des musulmanes, là, c'est un autre délire.
là, on est en plein dans la décadence que porte que le titre de ce live porte. Et du coup, que des sœurs croient qu'il y a une forme d'opportunité à saisir cette possibilité de s'exposer ainsi, et qu'elles vont te dire, encore une fois, totale perversion. C'est quoi la perversion? Je le répète beaucoup en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais la perversion, c'est camoufler le mal par du bien. C'est-à-dire, au lieu de vous dire c'est du narcissisme, de la mégalomanie, des illusions, on va vous dire c'est du partage. J'aime le partage. On va vous dire c'est de la transmission. On va vous dire c'est du kiff. Bref, on va vous parler chinois encore une fois pour vous dire en gros qu'il est normal et tout à fait concevable et complètement décent pour une femme musulmane de montrer sa beauté, sa maison, ses enfants, de se mettre en avant et de devenir une influenceuse pour des personnes et de tirer un commerce de tout ça. C'est indigne. C'est indigne de ce que l'on est. Donc, dans l'éthique des réseaux sociaux que j'aimerais promouvoir, je voudrais dire à toutes les personnes que, alors, il y a la partie commerce et la partie privée. Donc, les personnes qui sont commerçantes et qui utilisent tout ça, on parlera plus tard. Mais pour les personnes lambda, toutes celles qui ont un compte, toutes celles qui ont un compte, il s'agit de se responsabiliser. Ne cautionnez pas le contenu de ces personnes-là. Peut-être qu'il y a du bien, il y a du mal dans à peu près toute chose. Mais ne cautionnez pas le contenu de ces personnes-là. Ne leur donnez pas de la force. N'allez pas vous abonner, n'allez pas liker, n'allez pas commenter. Parce que même si c'est pour aller faire ce qu'on appelle des rappels aujourd'hui, dans les commentaires et tout, ça sert à booster la publication. C'est comme ça que la mayonnaise se fait. C'est comme ça que le truc monte. C'est comme ça que le post va être de plus en plus partagé, de plus en plus mis en avant par l'algorithme d'Instagram. Donc, simplement, ne donnez pas de la force à ça. Et c'est une forme de pollution du cœur d'aller mettre toujours ses yeux sur le blâmable. Donc, tenez-vous à l'écart de tout ça. N'allez pas renforcer la notoriété de ces personnes-là. Ne vous abonnez pas. Désabonnez-vous. Et choisissez, au contraire, un contenu qui vous apporte. Et il n'y a pas qu'Insta dans la vie, il n'y a pas que les réseaux de façon générale dans la vie. Et c'est bien à ça. Les réseaux, c'est aussi un palliatif. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je me permets de l'introduire là maintenant, vite fait. Les réseaux, c'est un palliatif à la pauvreté de nos interactions sociales et de notre intérieur aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une intériorité si faible. On est tellement attaché à la dunya. On a tellement de difficultés à vivre ce détachement qui nous permet l'élévation spirituelle que Insta, c'est une façon de jamais être seul. Enfin, Insta, quand je dis Insta, c'est les réseaux de façon générale. C'est une façon de jamais être seul. Snapchat et compagnie. On est toujours en train de partager ce qu'on est en train de faire. On a toujours à portée de la main une distraction. Capacité de scroller à l'infini pour regarder du contenu, des chats, de la cuisine, des maisons, du ménage, des produits, de la mode, de tout ce que vous voulez. Ça ne s'arrête jamais. Du coup, on n'est plus jamais seul avec nous-mêmes. On est toujours en train de partager notre vie. Et ça permet de camoufler la pauvreté de notre intérieur. Aujourd'hui, les gens, ils font des prières, une salate pliée en 10 secondes top chrono. Impossibilité de se retrouver seul, impossibilité de faire 100 mètres sans regarder son téléphone. On s'ennuie facilement, on n'arrive plus à se concentrer. Parce que là, il y a un effet très très réel des réseaux sur les déficits de l'attention. On a vraiment des gros troubles de la concentration du fait d'être toujours dans une attention fragmentée. Vous savez, sur les réseaux, vous regardez un contenu, ça dure 2 minutes, ça dure 2 secondes, vous passez à autre chose. Et du coup, ça anéantit notre capacité à nous concentrer de façon prolongée sur un même objet. Donc, en gros, si je dois aller dire les choses très clairement, les réseaux sociaux nous abrutissent, nous rendent bêtes, vraiment. Incapables de se concentrer, incapables d'esprit critique parce qu'on est dans un conformisme terrible. C'est-à-dire que quelqu'un fait quelque chose, puis après tout le monde doit faire la même chose. Ça s'appelle une trend en langue de bois, alors qu'en réalité, ça s'appelle du conformisme. Et ça conduit en fait à détruire notre créativité, à anéantir notre intelligence et à rentrer tous dans le même moule. Et encore une fois, la perversion, elle est là. C'est qu'on va vous faire croire qu'en fait, vous avez la liberté d'être vous-même. Et la réalité, c'est que loin d'être nous-mêmes, on est en train de devenir tous les mêmes imbéciles. Regardez, on dit aux femmes, vous pouvez être qui vous voulez et vous y allez voir tout ce que vous voulez. Les femmes ressemblent toutes à Kim Kardashian. Je le dis tout le temps, mais c'est terrible.
les mêmes sourcils, le même type de maquillage. Maintenant, on refait notre nez, on nous refait notre bouche, on remonte les pommettes, on enlève la graisse, à l'heure où on nous dit soyez qui vous voulez, soyez vous-même, venez comme vous êtes, finalement, la réalité, c'est qu'on est tous en train de se conformer. Donc, l'ode à la différence est une arnaque, c'est une illusion, c'est une vaste escroquerie. Et aujourd'hui, sur les réseaux, on utilise ces moyens de communication pour pallier notre vide intérieur et pour pallier la pauvreté de nos relations sociales. Je fais un petit moment de silence pour que ça rentre bien. Pauvreté de nos relations sociales. On a des relations sociales extrêmement pauvres, que ce soit avec les gens qui partagent notre foyer, notre mari, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre voisinage, etc., etc. On a une vie sociale extrêmement pauvre. On a des échanges extrêmement pauvres. Et alors, alhamdoulilah, si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne vous reconnaissez pas, qu'Allah vous préserve. Mais si vous vous reconnaissez, je pense qu'on est la majorité à se reconnaître là-dedans. Moi, la première, je plaide coupable. Enfin, pas tant que ça, alhamdoulilah, parce que courte. Sur les réseaux, j'ai rencontré beaucoup de monde très intéressant, alhamdoulilah. Donc, paradoxe. Mais elle est là, la réalité. Alhamdoulilah. Sur les réseaux, ouais, sur les réseaux, on a une façon, en fait, d'oublier notre misère. On a une façon d'oublier notre misère personnelle, notre misère spirituelle et notre misère sociale de façon générale. Et c'est pas pour rien, je ne sais pas si vous avez vu Mark Zuckerberg, le nouveau délire, enfin nouveau délire, non, c'est pas nouveau, ça date depuis un moment, mais là il en parle de plus en plus publiquement. Il travaille depuis longtemps sur la réalité virtuelle. Et donc là, son nouveau projet, la Meta, donc il a nommé son groupe Meta. Donc c'est plus Facebook, WhatsApp, Insta qui appartiennent tous au même groupe, Meta. Et en fait, Meta, vous savez, c'est une racine grecque qui veut dire en fait au-delà, ce qu'il y a après. Et il prépare le monde d'après. Et dans ce monde d'après, lui, ce qu'il voit, c'est des relations sociales virtuelles. C'est-à-dire, on existera avec un avatar, et puis après, on pourra se balader virtuellement dans, je sais pas où d'ailleurs, dans des espaces virtuels. On pourra aller faire du cheval, on pourra aller faire les boutiques entre amis virtuellement. C'est-à-dire que tu es posé chez toi, avec un casque de réalité virtuelle, et c'est ça le monde d'après. Et aujourd'hui, ça nous paraît délirant, mais 20 ans en arrière, si on avait dit hey, on va inventer les réseaux sociaux. Sur Facebook, tu pourras aller demander des gens en amis. Ils pourront t'accepter, ils pourront te refuser. Tu pourras leur envoyer des messages et on aura des murs sur lesquels on écrit. On aurait tous dit n'importe quoi, ça ne se fera jamais. Aujourd'hui, on est tous dedans. Donc, ce truc de méta, réalité virtuelle et tout, aujourd'hui, ça nous paraît délirant. Je vous assure, wallahu alim, que d'ici demain, on est tous dedans. Et c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, vous voyez où est-ce qu'on est en train d'aller. On nous parle de l'écologie, il n'y a plus rien qui va, prendre l'avion, bientôt on va nous faire une fatwa, c'est haram, ça pollue trop, bref, un délire. Je ne suis pas une climato-sceptique, mais j'ai des petits problèmes quand même avec ces thématiques écologiques. C'est un autre sujet. Le Covid, voilà, on a accepté déjà l'inacceptable. On a accepté de rester enfermé chez nous, on a accepté le confinement, on a accepté le reconfinement, on a accepté le vaccin, on a accepté. En fait, on est déjà prêt pour tout ça. On est déjà prêt pour ce monde d'après. On ne s'en rend pas bien compte, je suis en train de vous faire flipper, mais c'est ça. On est déjà prêt pour ce monde-là où on aura des relations fake, virtuelles. On vivra dans des mondes, voilà. Et on nous expliquera que c'est bon pour la planète et que c'est bon pour le Covid et pour les maladies et tout, machin. Donc, les réseaux sociaux, on n'a pas fini d'en parler. Et le futur ne s'annonce pas des plus joyeux. Toutefois, en tant que musulman, alhamdoulilah, on peut, encore une fois, lever le frein à main et proposer des alternatives, des solutions, se désavouer. Déjà pour commencer, il y a une part de désaveu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, désabonnez-vous, arrêtez de liker, et puis comprenez les défauts des réseaux pour les contrer, Inch'Allah. Et je m'arrête là parce que j'ai trop parlé. Kalafik, super enrichissant. Merci Ness. Je serais même pas partie vers tous ces terrains-là, donc merci d'avoir pris le lead là-dessus. Moi, j'aime bien dramatiser. Non, c'est. Mais j'avoue, bien aussi. Ça fait peur, mais ça fait du bien en même temps. Non, il faut s'en rendre compte, alhamdoulilah. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir sur ta petite liste une fois de plus, s'il te plaît? Donc, par rapport, moi, ce que j'ai un petit peu noté, on va dire, au côté décadent des réseaux sociaux. Donc, on a évoqué
le fait que ça fait perdre énormément de temps, le fait que ce soit infini avec le scrolling, et j'ai bien aimé l'expression d'Inès, plus infini. Le fait que nous incite au matérialisme, acheter toujours plus, essayer de combler un petit peu nos vides sociaux, spirituels, etc., dont parlait Inès, par justement l'achat et les biens matériels. Le fait de banaliser le péché, de se préoccuper des futilités de manière intensive. Donc les turbans, tout ce qui est tuto, etc., ça peut être intéressant, mais le fait d'en faire une vraie activité, on passe des heures là-dessus, ça devient inquiétant. Et donc le fait de banaliser également l'impudeur et l'atteinte à l'idéal qu'on a des femmes. Est-ce que tu as d'autres choses sur les décadences? Et ensuite, on va peut-être parler un petit peu de... Par contre, on est quand même culotté de faire un live Instagram pour taper sur Instagram. Si on coupe le live, il faudra pas se donner. Donc pour l'instant, on est encore là. J'avais mis le fait de exposer ses péchés en général, hein. Il n'y a pas que le fait de porter le hijab d'une façon qui n'est pas forcément correcte. Il y a, je sais pas, la musique, exposer ses sorties avec son petit ami, enfin tout. Bref, ses péchés de façon générale. Trop exposer ses bonnes actions dans le sens où ça peut mener à l'orgueil, à l'envie, etc. Le partage de comptes, le like et autres. Mais ça, Inès l'a très bien dit. C'est comme elle dit, un like est une caution, mais c'est exactement ça. Faut faire attention à ce qu'on like, à ce qu'on partage. C'est extrêmement important. Le partage d'arnaques, les placements de produits abusifs. Je pense que Inès, tout comme moi, on fait très attention aux entre guillemets placements de produits qu'on fait, aux partenariats qu'on accepte. On essaie de promouvoir des choses utiles, des choses bénéfiques, des choses qu'on utilise pour nous-mêmes. Et c'est super important. Des choses au prix juste aussi. La surconsommation, les insultes, tout ce qui est commentaires, polémiques, insultes, menaces envers des personnes, on se rend pas compte, hein, mais en fait, on imagine que sur les réseaux sociaux, on ne sera pas jugé parce que c'est virtuel. Mais les anges écrivent ce qui sort de notre bouche, mais ce qui sort de nos doigts également, hein. Quand on écrit à une sœur, je sais pas moi, t'es moche, t'es nul, ou je sais pas ce qu'on écrit en dessous de ces photos, voire quand on va jusqu'à l'insulte, la menace, le fait de dénigrer les autres. Tout ça, c'est écrit, hein. Faut pas croire que parce que c'est sur Internet, ça y est, c'est fini. Nous, on voit plus le post, mais c'est là. La mixité. Gérer la mixité sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important. J'ai fait une story il y a à peine, enfin aujourd'hui ou hier dessus, sur le fait qu'il y a toujours un point de bascule dans la mixité. Malheureusement, enfin les hommes et les femmes se côtoient sur les réseaux sociaux. Il y a pas à part le réseau social des cœurs connectés, qui est un réseau uniquement pour femmes. Mais quand on est sur Instagram, quand on est sur Facebook, on le sait, il y a des hommes qui traînent sur les réseaux sociaux et il y a des femmes qui traînent sur les réseaux sociaux. C'est normal, on va pas leur interdire d'accéder à Instagram. Enfin voilà, on ne peut pas faire une séparation comme ça. On ne pourra jamais vérifier l'identité de tout le monde. Donc c'est de faire attention dans son rapport aux autres, dans son rapport notamment aux hommes. Voilà, soit on exclut totalement. Déjà, si vous n'avez pas de commerce, d'activité commerciale ou d'activité pour la communauté, bon, bref. Vous pouvez faire le choix d'exclure totalement les hommes de votre boîte de réception. Je vous invite à le faire. C'est très bien comme ça, notamment pour les sœurs mariées comme non mariées. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mari derrière qu'on est censé discuter avec des hommes à tout va et de n'importe quelle façon. Et ensuite, pour les sœurs, moi personnellement, j'ai un commerce sur les réseaux sociaux. J'ai mes fournisseurs qui me parlent on a choisi Instagram pour échanger. J'ai aussi des clients qui sont sur Instagram. Des fois, c'est même les maris de mes clientes, les frères de mes clientes qui veulent leur offrir des cadeaux, etc. Donc, j'échange avec des hommes sur Instagram, mais de façon cadrée, c'est-à-dire de façon encadrée. Chacun sait pourquoi il est là. Tous les interlocuteurs sont mis au courant et on est clairement là, on sait pourquoi. Et les échanges vont pas plus loin. Ça reste dans la bienséance et on n'est pas là en train de se dire salut, tu vas bien? Oh, t'es belle. Oh, machin. Ah, tu fais quoi? Et non. Stoppez. Et le point de bascule, il va être là. Il va être quand vous rentrez dans des discussions futiles avec quelqu'un du sexe opposé. Vous rentrez dans une familiarité, dans une complaisance qui n'a rien à faire là. La discussion, c'est Salam alaikum, tu vends un livre, il m'intéresse, les femmes savantes de l'islam, ah très bien, ça parle de ça, ouais, merci le site internet, Salam alaikum. Voilà, la discussion, à la rigueur, elle va aller là. Mais il n'y a pas de... Enfin bref, faites comme vous voulez, vous gérez, mais moi, je vous préviens vraiment là-dessus. Il y a aussi les rappels. Les rappels comme l'a dit Inès, hein, mon avis. On le dit souvent, quand on a mal aux dents, on va voir un dentiste. Quand on a une voiture qui est en panne, on va voir un garagiste. Mais par contre, le din, notre religion, la chose qui est la plus précieuse pour nous, tout le monde s'exprime dessus, tout le monde peut tout dire, et sans jamais avoir ouvert un livre, sans jamais avoir suivi un cours, sans jamais...
Bref, voilà, et on peut dire A ou B, et notamment à mon avis, ou alors les gens qui partagent des rappels, vous voyez, les hadiths sortis de leur contexte, traduits sans explication, sans rien, et qui vous énoncent comme ça une règle de fiqh, qui est sujette parfois à divergence, qui parfois est un avis minoritaire, enfin, toutes ces choses-là, faut faire extrêmement attention. Soit on maîtrise pas, et dans ce cas-là, on partage pas. Soit on maîtrise parce qu'on a suivi un cours, parce qu'on a un professeur qui nous a dit, OK, ça, vous pouvez en parler parce que j'estime que vous maîtrisez suffisamment, je sais pas, pour parler de ça parce qu'on l'a vu en cours, on l'a expliqué. Et oui, vous avez le droit de répéter ce que je vous ai dit. Très bien, on en discute. Moi, j'ai déjà des professeurs, elles m'ont dit, ça, non, ça, c'est pas assez mûr. Ça, on l'a pas assez vu. Bah, dans ce cas-là, j'en parle pas. Khlas. C'est aussi clair que ça. Un rappel, ça peut guider, mais ça peut aussi, si c'est pas maîtrisé, égarer des gens. Moi, quand je lis certaines choses pendant Ramadan, quand je lis, le jeûne de celui qui prie de celui qui ne prie pas n'est pas valide. J'ai déjà lu ça, là, sur Instagram, là, pendant ce Ramadan. Mais comme ça, sans contextualisation, sans avis, sans rien du tout. Alors que c'est l'avis, enfin bref. On va pas rentrer là-dedans, mais c'est pas l'avis des quatre écoles. Faut arrêter de mentir. C'est pas l'avis de tous les ulémas. C'est pas une unanimité. C'est pas une règle générale. Par contre, poster un rappel de la prière est une obligation pour tout musulman. Pubère, ouais, d'accord. Ça, c'est une vérité générale. C'est obligatoire pour tout. Enfin voilà. Bref, donc faut faire très attention à ça. Et j'avais mis la jeunesse, le fait de ne pas surveiller ses enfants, de ne pas surveiller les adolescents sur les réseaux sociaux. Voilà, les causes. J'ai mis ça dans les causes de décadence, les conséquences. Après, j'avais fait un tableau avec les solutions. Voilà. Merci une fois de plus. Et du coup, par rapport aux opportunités que peut nous offrir Instagram, qu'est-ce que vous conseillerez, vous, pour qu'on puisse profiter justement des bienfaits que peut apporter les réseaux sociaux, et là, en particulier Instagram, et comment se protéger justement de ces méfaits? Alors, C'est bon, c'est bon. je veux bien commencer, mais si tu voulais y aller, il n'y a pas de problème. Vas-y. Let's go. Je pense que la première difficulté qu'on a avec Insta, c'est qu'en fait, j'essaie d'imaginer un moyen de dire ça très rapidement. Il faut comprendre qu'on doit mettre les réseaux à notre service et pas nous devenir se mettre au service des réseaux. Ce qui veut dire en gros que si vous voulez tirer un bienfait d'Insta, de Facebook ou autre, ça ne peut être qu'adossé à une activité dans la vie pour de vrai. Donc il ne faut pas venir en mode je vais découvrir les choses sur Insta. Non, je dois me servir d'Insta pour trouver un moyen de s'insérer dans un réseau dans la vraie vie. Parce que les relations humaines, ce sont des relations qui se font entre personnes, où on peut faire preuve d'empathie en voyant le regard de la personne, en observant la communication non verbale, en ayant l'occasion d'échanger de façon infiniment plus forte, infiniment plus vraie, infiniment plus intense que ce qui est possible de faire par des écrans interposés. Donc Zoom, tout ça c'est bien, Insta c'est bien, ce n'est pas la vraie vie. Et il faut qu'on refuse et qu'on s'élève contre ça, contre ce monde qui est en train de devenir un monde de virtualité. Et donc, moi je pense que venir sur Insta en sachant pourquoi j'y suis, et pas en mode je vais découvrir aujourd'hui ce qu'on me propose sur mon feed, en étant vraiment concrètement très clair sur ce qu'on est en train de rechercher. Je veux découvrir, je cherche telle information, je sais où aller la chercher. Je veux être informée sur telle et telle chose, je sais où aller les chercher. Et pas en mode, je me connecte et Kinder Surprise. Qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Ça, c'est vraiment, je pense, un des moyens d'utiliser Insta et les réseaux de façon saine. Savoir pourquoi on est là. Il y a ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui a été observé par des psychologues où les gens et je le vis aujourd'hui aussi parce qu'il y a pas mal de sœurs qui m'écrivent en me disant j'ai peur de pas me connecter, de rater du contenu que tu fais. Or, j'aime bien ce que tu produis, j'aime bien tes stories et tout. J'ai vraiment pas envie de rater. Du coup, je me sens obligée de me connecter. Pour moi, c'est un poignard dans le dos ou dans le cœur, je sais pas comment on dit, mais moi-même, je suis dégoûtée parce que je me dis bon, moi-même, j'essaye
d'éviter tous ces désagréments pour moi, si je deviens une cause de ces désagréments parce que moi-même j'utilise la plateforme, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de développer mon propre réseau social. Et voilà. Et bref, il faut contrer ce fear of missing out, cette idée, ce FOMO, ce phénomène de je me connecte parce que j'ai peur de louper des trucs et j'ai vraiment envie d'être au courant et de savoir ce qui se passe. Si je pense, wallahu a'lam, c'est une discussion qu'on peut avoir, mais si on en est venu à ça, c'est qu'on existe trop sur les réseaux. C'est on dépend trop des réseaux. Les réseaux, ça doit être de l'information. Ça doit pas être une source de stress ou une addiction nécessaire. Non, ça doit être un moyen de s'informer sur ce qui existe dans la vraie vie. Donc, il faut agir. Une fois qu'on a posé ce constat, il faut agir et trouver les moyens de s'éviter tout ça. Donc moi, quand je me suis posé la question du FOMO, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit aux personnes, abonnez-vous à ma newsletter. Je vous propose une newsletter dans laquelle je vous informerai des événements importants et des choses que, voilà, vraiment, ce serait dommage si vous les ratez. J'ai dit aux personnes aussi, moi, je déménage d'Insta parce que le fonctionnement ne me plaît pas. Je crée mon site internet. Dedans, vous trouverez pas mal de contenu. Et tout ce qui mérite vraiment, qui serait dommage que vous ratez, vous le trouvez en story à la une quand vous décidez de venir. Mais les choses au jour le jour et tout ça, je continue de le faire. Moi-même, j'ai besoin d'un petit temps pour m'adapter. Mais je veux vraiment communiquer ouvertement là-dessus. Détachez-vous-en. Mais ne rentrez pas au service des réseaux. Faites en sorte que les réseaux rentrent à votre service. Ça fait toute la différence. Merci. De rien. Une fois de plus, qu'est-ce que tu avais comme... du coup, on peut revenir aussi sur ce que tu avais noté en termes de tout ce qui est positif et aussi comment se protéger des méfaits. En fait, sur les utilisations, en fait, moi, j'avais à la base réparti les réseaux sociaux en bienfaisance, décadence, mais aussi, entre guillemets, ce qui est neutre ou utile, entre guillemets, au milieu. Du coup, dans le neutre et utile, j'avais essayé d'observer ce que moi-même je regarde sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai un compte à part sur lequel je suis un peu ce qui est dans le neutre, ce qui peut m'être utile. Et en fait, c'est un compte sur lequel j'ai décidé que le son sera toujours coupé. Et parce que je regarde des contenus qui comportent de la musique, je pense. Donc, j'ai décidé que le son sera toujours coupé sur ce compte Instagram. Et dessus, je regarde de temps en temps des recettes de cuisine. Enfin bref, des choses un peu utiles en termes de rangement, de la maison, de toutes ces choses-là un petit peu utiles qu'il peut y avoir sur Instagram. Beauté, soin de soi, etc. Et c'est ma façon je limite ce temps à 10 minutes par jour où je regarde ces choses-là. C'est ma pub à moi. Et enfin, pas forcément de la pub, mais où je regarde ces choses-là. Et voilà. Donc ça, c'est ma façon à moi de gérer ce qui est entre guillemets neutre ou utile. C'est pas du contenu qui m'apporte des bienfaits, je dirais, ni du contenu qui mène, je crois, vers la décadence. Le fait de regarder des recettes de cuisine, moi, je trouve ça utile en soi de partager des recettes. Je trouve ça utile de partager des produits de médecine prophétique, des produits naturels, des produits, enfin des rangements, des trucs pour la maison, bref, voilà, ces choses-là. Et ensuite, dans la bienfaisance, entre guillemets, pour la cause première, je pense que c'est l'invocation et la bonne intention dans ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On demande à Allah la protection, on demande à Allah la sincérité, et ça, c'est super important, et on l'oublie, et se remettre en cause, même quand on a un compte depuis longtemps et qu'on a une ligne éditoriale, je dirais, toute tracée, c'est important de sincèrement se remettre en question et de se dire, OK, est-ce que ça, je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que ça, machin? Voilà, quand on commence à avoir des partenariats qui arrivent, Inès, moi, mais peu importe, toutes les sœurs qui nous regardent, des opportunités, on se dit, ah, trop bien, je vais commencer à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Alors, c'est pas des milliers, des cents, mais alhamdoulilah. Mais c'est de se questionner, est-ce que vraiment c'est bénéfique? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel je suis sincère? Est-ce que je suis à l'aise avec ça ou pas? Vous voyez, si c'est pour faire, pour donner le produit de quelqu'un, enfin, placer le produit de quelqu'un juste pour faire de la pub, c'est un truc qu'on n'utilise même pas, on ne cherche même pas la baraka, on va mentir à des cents. En fait, tout ce qu'on fait est décuplé, il faut pas oublier. Quand vous allez mentir, vous n'allez pas mentir juste à une personne, vous allez mentir à 1000, 2000, 3000 personnes qui regardent votre story. Enfin, c'est quand même, enfin, moi, je trouve que tout est décuplé, alors dans le khair, mais aussi dans le mauvais aussi. Donc, quand on fait des invocations, c'est décuplé. Quand on fait des donations, quand on a une cause pour faire des donations, machallah, il y a des associations, il y a des organismes, bien sûr, vérifiés, agréés, on sait ce qu'il y a derrière. C'est une belle cause de bienfaisance et de bien, Inch'Allah.
Le partage de rappels, et quand il est cadré et quand on sait ce qu'on partage et quand on est entre guillemets habilité, si je puis dire, à le faire, ou quand c'est des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, c'est aussi très très bien. Enfin, ça peut être de grands bienfaits pour les réseaux sociaux, voilà. Et aussi la création de liens sociaux, comme le disait Inès. Je pense à tous les comptes qui servent à réunir les sœurs, quels qu'ils soient, quelles que soient ces initiatives, que ce soit virtuellement pour les sœurs qui sont physiquement isolées ou physiquement pour tous ces comptes où on peut organiser, machallah, des rencontres entre femmes notamment. C'est magnifique. Tout ça, c'est des causes de bienfaits qui sont, enfin, voilà, je pense, très très bénéfiques pour toute la communauté. Voilà. Bakalofik, donc là, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet réseaux sociaux. Mais pour une partie, on va dire, du problème en particulier, qui est le fait que ça nous prend beaucoup d'attention et les informations qui sont... on a souvent ce truc-là d'informations fast-food. Comment est-ce que le fait, par exemple, de lire, donc là, je pense qu'une fois de plus aussi, tu auras beaucoup de choses à dire, la lecture peut nous aider à se réapproprier cette capacité à se concentrer en général et d'avoir des informations beaucoup plus profondes que ce qu'on a sur les réseaux. Je sais pas si ma question elle est claire ou pas. Mais là, tu lui as posé une question pour comment on dit, les neuroscientifiques, là, je sais pas comment on dit. Genre, comment la lecture agit Non, plutôt en pour quoi est-ce que guérir c'est le important problème d'attention. de se tourner en quoi c'est important de se Ouais. tourner vers ce type de contenu comme les livres. Tu en parles aussi, Inès, donc c'est vraiment une question que pour vous deux sur le fait que la lecture peut nous aider à retrouver cette capacité à se concentrer, donc comme exercice spirituel, par exemple, dans la partie que tu parles aussi dans ton séminaire. Comment est-ce qu'on peut avoir ces temps-là, en fait, qui vont nous permettre de sortir un peu du fonctionnement des réseaux sociaux tout le temps, voilà, qui défile et qui n'a pas forcément de fond, en fait, de contenu profond. Donc le lien un petit peu entre la lecture comme médicament, on va dire. Tu veux y aller Tu une fois de veux... plus, ou, Moi, je peux y aller. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comme tu l'as souligné, Shaima. Aujourd'hui, on a un gros défaut, c'est notre attention. C'est-à-dire qu'on a l'habitude que tout soit immédiat dans notre société. On fait face à un raccourcissement du temps, c'est-à-dire nos déplacements. Il y a 30 ans en arrière, quand vous disiez aux gens, 50 ans en arrière, vous disiez aux gens, je prends un avion 2 heures, je traverse la Méditerranée, je suis en Tunisie, je prends un avion 5 heures, je suis en Arabie Saoudite. Enfin, c'était des choses un petit peu, voilà. Les téléphones, en fait, tout est devenu instantané. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On fait 10 000 choses dans une journée. Vous voyez, on se déplace vite, on fait nos plans vite, on appelle vite. Tout va beaucoup plus vite, surtout en général, et aussi dans nos cerveaux. C'est-à-dire qu'on a observé, enfin, des gens qui sont habilités à observer ce genre de choses, ont observé qu'on stimule pas les mêmes parties de nos cerveaux, et tout va plus vite aujourd'hui, et on a ce besoin d'immédiateté sur beaucoup de choses. Même sur, je sais pas, nos démarches administratives. Bref, tout est devenu automatique, dématérialisé. On a l'habitude de tout avoir tout de suite maintenant, et ça va aussi avec comment dire, notre consommation intellectuelle. C'est-à-dire que oui, on va sur les réseaux sociaux parce que, voilà, on a besoin d'un podcast, ok, un podcast sur un sujet, d'accord, mais faut qu'il soit court, faut qu'il soit concis, etc. Pareil pour les réseaux sociaux, on va regarder un post, oh, il y a 10 slides, c'est trop long. On va regarder un live, ah ouais, 20 minutes, 30, ah, c'est long, toutes ces choses-là, en fait. Et un livre, ça nous oblige à se concentrer sur le même thème pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus de lecture. Et c'est un vrai exercice intellectuel. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui est capable aujourd'hui, avec justement comme disait Inès, les réseaux sociaux font partie de notre vie. Et c'est pas tout le monde qui est capable de, même, vous voyez, en cours, les professeurs vous le diront, hein, on a affaire à des enfants très jeunes qui ne sont plus capables de se concentrer plus de 45, 50 minutes. C'est déjà énorme. Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas le cas. Pareil à la fac, avec des adultes. Aujourd'hui, des cours en amphi de 3 heures, il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas capables de suivre en continu 3 heures de cours. Chose qui n'était pas la même il y a 50 ans. Il y a 50 ans, suivre un cours de 3 heures pour les étudiants à l'université, c'était normal. Aujourd'hui, c'est devenu trop long. On va regarder notre téléphone, on va aller sur Google, on va aller sur Facebook, sur nos ordinateurs, on va discuter un peu avec le camarade et ceci et cela. On n'a plus les mêmes facultés de concentration. Donc la lecture, c'est un réel exercice intellectuel qui peut nous aider d'ailleurs à mieux se concentrer à travers cette concentration et notamment à mieux se concentrer dans la prière, dans le dhikr, dans les du'a, etc. Et c'est pareil dans nos actes d'adoration qui requièrent tous une concentration parce qu'ils se font tous avec une intention et ils se font tous avec une conscience. On va pas faire de dhikr
comme ça en pensant à autre chose. Pardon, du rappel d'Allah, par exemple, dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, en pensant à autre chose. Et le but, c'est de le faire pendant assez longtemps pour éduquer notre âme. Donc la lecture, c'est pareil, c'est un exercice intellectuel, certes, mais on éduque notre âme aussi. On lui dit, bah là, voilà, je reprends ce livre-là parce que je l'ai mis sur ma table, mais je vais lire un livre sur les femmes savantes de l'islam. Alors peut-être que je vais pas le lire en une seule fois, mais je vais m'obliger je vais obliger mon cerveau à dédier du temps à ce thème-là, qui sont les femmes savantes de l'islam, parce que je veux les connaître et je veux que mon cerveau, je veux savoir qui elles sont. Et ben, je vais dédier, je sais pas, est-ce que peut-être en 2 heures, 2 heures et demie, ben, je vais dédier 2 heures et demie de mon temps à ce thème-là. Et je trouve que la lecture est vraiment un remède, entre guillemets, à cette instantanéité, à cette perte de concentration qu'on a, à cette faculté qu'on a tout simplement perdue. Voilà, je pense que ça peut être... Et c'est aussi une façon de voir du contenu. On n'a plus l'habitude de voir du contenu structuré aussi. C'est-à-dire qu'un livre, généralement, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de tout, un livre, généralement, ça reste quand même une introduction, des chapitres, des sous-chapitres, une conclusion, voilà, avec une préface au début qui vient expliquer la réflexion de l'auteur, etc. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude de ce contenu instantané qu'on est obligé de tout résumer en 140 caractères sur Twitter ou sur Instagram, de tout écrire sur un post de 10 slides. C'est très rapide. On n'a plus l'habitude de développer une réflexion et de lire des réflexions qui sont développées et structurées comme elles devraient l'être, en tout cas comme on nous a appris en bonnes universitaires que nous sommes, ma chère Inès, à le faire. Et je t'introduis et je te laisse continuer. Ah, mais j'ai strictement rien à rajouter, ma chère. Là, t'as tout dit. Sur la Franchement, tu as évoqué tous les sujets que. En fait, je cherchais ces réponses-là. En fait, je voulais que tu évoques ces thèmes-là, mais j'avais pas la question en tête. Et tu as bien cerné vers où je voulais aller. Rien à rajouter, ma chère. Effectivement, sur la façon dont la lecture en opposition aux réseaux sociaux est un exercice qui demande une attention prolongée, la capacité de se concentrer, qui permet une structuration des idées qu'on n'arrivera jamais à retrouver sur le format Instagram et compagnie. Tout est complet, alhamdoulilah. Ah, et la perte pardon, je rajoute un point, c'est la perte de vocabulaire. On a aussi une déperdition du niveau de langue française. Je parle pour nous francophones, mais c'est pareil un peu partout. Mais pareil, parce que sur les réseaux sociaux ou tout ça, ça nous oblige à raccourcir nos posts et notre vocabulaire aujourd'hui est bien moins riche qu'il y a 50 ans. Et un livre nous oblige du coup, en général, l'auteur va essayer d'éviter les répétitions, etc. Et ça nous oblige souvent à enrichir notre vocabulaire, à aller chercher certains mots. Moi, j'ai des sœurs qui me disent, quand je lis certains livres, je suis obligée d'aller lire certains mots. Quand je lis des publications, des stories à toi ou d'ailleurs à la sœur Méthodia, je dois aller chercher des mots dans le dictionnaire parce que je connaissais même pas le sens de ces mots ou le sens réel de ces mots. Vous voyez, donc c'est important aussi de pouvoir enrichir son vocabulaire. Et c'est vrai que l'exercice de lecture nous apprend aussi à mieux écrire, à mieux rédiger nous-mêmes et à mieux nous exprimer en général. Voilà. Bacala Fik. Avant de prendre un petit temps pour les questions-réponses, est-ce que Inès, tu peux nous faire un mini rappel sur les portes du cœur qu'on pourra aussi mettre en lien avec le sujet et ensuite on passera Inch'Allah. Sur les portes du cœur. Ça, tu le tiens du séminaire, c'est ça? Séminaire, story. Ouais, alhamdoulilah, c'est un thème très important. C'est bien d'avoir l'occasion d'en parler là maintenant. La thématique du cœur, c'est assez méconnu malheureusement dans notre communauté, alors que on aime beaucoup parler de spiritualité, j'augmente ma spiritualité, blablabla, mon développement, et on ne connaît pas bizarrement le cœur. Or, le cœur en islam, il a c'est une toute autre conception que ce qui existe dans la langue française et ce que permet la compréhension du français. Le cœur en islam, c'est le siège de la raison. Du coup, il n'y a plus le conflit intelligence contre cœur. On est toujours en train de discuter, oui, le cœur a ses raisons que la raison ignore, machin. Alhamdoulilah, dans notre compréhension des choses, le cœur est le siège de la raison. Et c'est aussi le siège des émotions. Et il a 4 portes principales, 4 portes d'entrée, qui sont, pour commencer, la vue. Ce que l'on voit va influer sur notre cœur, va pouvoir participer à sa purification ou au contraire à sa souillure et à sa corruption. Donc il faut œuvrer pour faire en sorte d'assainir ce que voient nos yeux, se forcer à voir du beau. C'est pour ça qu'on est toujours ravis, peu importe qui l'on est, peu importe notre niveau de foi, on est toujours ravis par un coucher de soleil, par un paysage, par quelque chose d'harmonieux, etc., parce que c'est
c'est la signature de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Quand on voit la beauté, on y est sensible de façon parfaitement éternelle et de façon parfaitement universelle et partout sur Terre. On sera toujours sensible à la création, à la montagne, à une belle vue, etc., etc. Donc, voir des belles choses, voir le bien, participe à la purification de notre cœur. Au contraire, voir des choses perverses, des choses obscènes, participe à la corruption de notre cœur. Donc d'abord les yeux, d'abord le regard. Deuxième porte du cœur, nous y avons l'ouïe. Ce que l'on entend, de la même façon, participe à la corruption, à la purification du cœur. Donc si on s'enivre avec de la musique, avec des paroles vulgaires, avec les paroles de médisance, de calomnie, etc., etc., c'est ce genre de choses qui vont pareillement pourrir notre cœur. Alors quand, au contraire, si on s'efforce à entendre des paroles vertueuses, ou juste le silence, en fait, ça fait du bien, ça participe à la purification du cœur. Troisième porte du cœur, ça va être la parole. La parole, je vous renvoie à un livre d'Al-Ghazali qui est très très bien, l'imam Al-Ghazali, qui est Les dégâts des mots. C'est un livre extraordinaire avec plusieurs discussions sur la base de hadith sur la question de la langue. Donc plus on s'efforce de parler peu, de cultiver le silence, de dire que des choses bénéfiques, utiles, vraies, sincères, et plus on travaille à la purification de notre cœur. Au contraire, plus on parle vite, on parle trop, on dit n'importe quoi. Et à partir de là, on participe à la corruption de notre cœur. Pour rappel, le cœur est le siège de l'intelligence. C'est pour ça que j'en parle dans mon séminaire, pas en mode lecture active. C'est pour ça que Sheima le mentionne ici. Souvent, les personnes me posent la question, je suis très flattée, comment on fait pour comprendre les choses et proposer des analyses comme toi tu fais, machin. Je fais rien d'extraordinaire, hein, vraiment, et je dis pas ça en fausse modestie, mais ce que je peux faire, en tout cas, par la grâce d'Allah, c'est sûrement dû à une forme de discernement qu'Allah m'a accordé. Et ce discernement, encore une fois, il est possible, et qu'Allah nous augmente tous en discernement. Ce discernement, il est possible que quand on a un cœur pur, ou purifié en tout cas. Le cœur est aussi le réceptacle de notre âme. Et notre âme, on doit œuvrer pour son éducation. On ne peut pas éduquer une âme sur un cœur noir, sur un cœur corrompu. Et de cette façon-là, si on a un cœur corrompu, on s'interdit l'intelligence. Rappelez-vous, le cœur est le siège de notre raison. C'est des thèmes que vous retrouvez beaucoup chez Ibn al-Jawzi aussi. Donc, voilà. Donc, le cœur est le siège de notre raison. Si on a un cœur noir, on est privé de raison. Et aujourd'hui, la raison, on la confond beaucoup avec l'intelligence. L'intelligence, c'est pas un thème qui m'intéresse du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sagesse. Être intelligent, il y a plein de gens qui sont extrêmement intelligents, ils ont zéro sagesse pour autant. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on valorise l'intelligence parce que ça permet des performances et de la productivité. Et la sagesse, c'est très peu valorisé parce que quand on est sage, on peut se contenter de très peu. Et on voit des choses au clair et du coup, on se désolidarise du fonctionnement de notre société. Donc aujourd'hui, on valorise les intelligents dans le sens de l'imperformance et pas les sages. Bref. Donc, un cœur purifié est une façon d'acquérir une forme de discernement et de sagesse et d'intelligence dans le langage vulgaire d'aujourd'hui. Donc, première porte, le regard, l'ouïe, la parole, mais aussi les pensées. Nos pensées, il faut qu'on œuvre constamment pour les maîtriser tant que faire se peut. C'est-à-dire, quand on a des mauvaises pensées, que ça vienne de nous, que ce soit des inclinations personnelles ou que ce soit du West-West, dans tous les cas, il faut œuvrer pour les contrôler. Donc, ça passe par le dhikr nécessaire, l'istighfar, l'isti'ada à longueur de temps. Voilà, donc il faut maîtriser ses pensées. Quand une pensée nous vient, elle nous détermine, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage vulgaire du développement personnel, le mindset. Plus on se répète des pensées qui nous rabaissent, plus on se répète des pensées de négativité, plus on se répète des pensées qui tendent vers la mauvaise opinion du destin, qui est une atteinte directement à notre foi,
Donc, pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi encore moi et blablabla, et ça n'arrive jamais aux autres et blablabla et je mérite pas ça et elle méritait mieux et blablabla. Ce genre de paroles, ce genre de pensée devient obsédante et on s'enferme dans un monde de négativité. Et quand on est dans un monde de négativité, on a un cœur corrompu. Le pensée est un peu une porte du cœur. On a un cœur corrompu et on s'interdit le discernement. Il y a plein de gens, je suis sûre que vous avez tous cette expérience, vous parlez avec eux, vous avez l'impression que tu peux dire tout ce que tu veux, la personne elle va trouver le moyen de tordre ce que tu as dit et de devenir négatif. Il y a des personnes qui ont un problème à chaque solution. Tu leur dis tout ce que tu veux, ils vont trouver plein de moyens d'être dans la dépression. On dirait qu'elles aiment ça. Mais oui, quand on passe notre temps à se rappeler des choses négatives, à ressasser, à se rappeler des mauvaises histoires et à imaginer des scénarios qui n'ont même pas eu lieu, etc., on perd la bonne opinion d'Allah, on perd notre capacité à accepter le destin, bon ou mauvais. Encore une fois, ça fait partie de notre foi. Et dans ces conditions, on corrompt notre cœur. Et donc, on se prive de discernement. Et même s'il y a des solutions en face, on n'arrive pas à les voir. Et ça, c'est la conséquence d'un cœur corrompu, encore une fois. Et l'âme est très contente, l'âme est très turbulente. Sur un cœur corrompu, elle devient très facilement incitatrice au mal. Donc, les 4 portes du cœur, la vue, l'ouïe, la parole et les pensées. Et il faut œuvrer à les contrôler et à les réguler et à les assainir. Et ce que je dis dans mon séminaire, c'est faites comme si vous aviez un bodyguard en fait, devant chacune des portes. Et soyez toujours en train de vérifier ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que je veux que mes yeux voient ça? Est-ce que je veux que mes oreilles entendent ça? Est-ce que je peux autoriser ma bouche à dire ça? Et chacun de nos organes va témoigner pour ou contre nous le jour du jugement. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Voilà. Makala Fik, donc je vous invite tous à vous demander comment est-ce que votre utilisation des réseaux sociaux, notre utilisation des réseaux sociaux peut impacter ces portes du cœur qui sont la vue, l'ouïe, la parole et les pensées. Merci beaucoup à toutes les deux pour l'analyse que vous nous avez apportée et toutes ces pistes aussi pour mieux utiliser au quotidien les réseaux sociaux et s'en protéger pour nous et surtout pour Allah. On va passer aux questions-réponses. Déjà, on a une question qui demande, on a eu 13 qui demande Salem, vous vendez des livres. Donc oui, il y a 1000, j'ai lu une fois de plus qui vend des livres sur sa page Instagram. Donc vous pouvez cliquer en haut à gauche sur le titre et il y a les comptes qui apparaissent de Inès Methodia et de Une fois de plus. Donc, je vous invite à vous abonner à Une fois de plus et d'aller voir directement sur son compte ses offres de livres. Voilà. Voilà, elle a mis la carte. Si tu veux faire donner plus d'infos. Non, j'ai un site internet, voilà, une fois de plus.fr et tout est sur mon compte Instagram. Donc si ça vous intéresse, allez-y, mais regardez d'abord le contenu Instagram, c'est plus intéressant. Super. Ensuite, on a une question. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant de vivre sans les réseaux sociaux pour avoir de meilleurs liens familiaux, amicaux, etc. Vous avez des pistes de réponse? Oui, je veux juste te dire, je vois pas du tout les questions. J'ai toujours ce bug, je comprends pas pourquoi. Donc je vois pas les. Je les vois pas non plus. Je vois pas, elles sont bloquées. Je vois pas on est combien dans le live. Je vois rien. Je me vois moi et je vois tes livres. Ok. Donc bah, voilà. La question, je la dis à haute voix et vous me dites. Ouais. Donc je la repose. Est-ce qu'aujourd'hui c'est intéressant de vivre sans les réseaux sociaux? C'est ça la question. Alors, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Alors, moi, ce que j'aime pas faire, c'est quand on discute de cette façon-là, proposer une réponse à une question et faire comme si c'était une question de principe. Est-ce que c'est intéressant? Il n'y a pas de oui ou non. Je pense que ça dépend de la personne. Je pense que ça dépend si elle recherche, ça dépend quel intérêt elle a et ça dépend quelle vie elle a. Pour ma part, vraiment, si j'avais... Bon, avec le fils des si, on refait le monde, mais si je suis encore sur les réseaux, vous voyez, là, j'ai passé une semaine sans. Franchement, ça m'a pas manqué. Je suis désolée, je vous aime trop, mais les réseaux, ça m'a pas manqué du tout. C'est une activité. Je sais pour quand je m'y connecte, je sais pourquoi. Je sais ce que je viens y faire. Je sais quel intérêt j'en retire. Je sais quelle œuvre je viens y accomplir. Je sais dans quelle mesure j'espère l'agrément d'Allah. Et ça s'arrête là. Donc, il est intéressant de vivre sans les réseaux. Il est surtout intéressant de savoir quel intérêt on peut tirer de notre utilisation des réseaux. Donc, encore une fois, mettez les réseaux à votre service et ne soyez pas au service des réseaux. Si vous savez que grâce aux réseaux, vous pouvez faire connaître votre activité commerciale,
et utiliser ça comme un pouvoir d'attraction pour votre marketing, c'est intéressant d'y être. Encore une fois, faites un marketing éthique et sachez utiliser les outils de communication que permettent les réseaux de sorte à attirer la baraka sur les revenus que vous allez tirer de votre réseau. Mais ça, c'est intéressant pour cette raison-là. C'est intéressant aussi si vous avez des œuvres sociales, humanitaires, peu importe, une œuvre de khayr de façon générale. Sur les réseaux, il y a des millions de personnes qui circulent. Donc nécessairement, si vous voulez trouver une façon de faire, c'est fini les prospectus à la sortie du métro ou les affiches sur l'autoroute. Les réseaux sociaux, c'est une force extraordinaire. Il y a des millions de personnes qui s'y trouvent. Donc sachez simplement pourquoi vous y êtes. Je pense que si vous avez une vie où vous avez un réseau qui est déjà bien fourni parce que vous êtes actif dans le milieu associatif, parce que vous avez une vie professionnelle, parce que vous avez une vie de famille rapprochée, parce que vous ne ressentez pas le besoin, bah oui, c'est intéressant de se passer des réseaux. Vous gagnez du temps et vous épargnez beaucoup de pollution. Donc, alhamdoulilah. Toutefois, si vous avez un commerce, si vous avez une activité que vous voulez promouvoir, si vous savez, vous êtes alerté sur les défauts des réseaux et que vous sentez capable en fait de tirer des avantages, bah, tant mieux. Ceci dit, moi je pencherais toujours vers si vous pouvez éviter, évitez. On est des êtres sociaux, on n'est pas fait pour vivre chacun dans notre coin. Il faut qu'on fasse société pour rendre la civilisation possible. Il faut qu'on fasse société pour mettre notre intelligence et nos sensibilités particulières en commun. Il faut qu'on fasse société pour incarner la Oumma. Il faut qu'on fasse société pour, encore une fois, aller vers la civilisation. Et donc proposer un modèle économique intelligent, proposer un modèle d'instruction pour nos enfants, proposer une façon de vivre tous en sécurité, proposer une société dans laquelle on peut réussir à s'épanouir. Et quand on s'épanouit, ça veut dire qu'on peut spirituellement s'élever. Et ça, on a besoin de se rencontrer pour le faire. C'est pas chacun dans son coin qu'on réussira à faire ça. Et c'est la raison de notre existence sur Terre. C'est en faisant tout ça, en existant collectivement et en se renforçant individuellement, que l'on remplit notre mission de khalifa sur Terre. Et c'est une façon d'adorer Allah. Donc, il faut qu'on se retrouve. Sur les réseaux, on a cette capacité extraordinaire. C'est bien pour ça que j'y suis personnellement. Mais faites des pauses de temps en temps si vous vous rendez compte que c'est trop. Instaurez-vous, comme l'a dit tout à l'heure la sœur, une fois de plus, des façons de réguler votre temps d'utilisation. Guettez, est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans l'addiction? Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui, etc., etc. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette question-là. Une fois de plus, je voulais rajouter quelque chose ou pas? Ah bah non, enfin, elle a dit le principal, mais en effet, la question, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de qui on est, ce qu'on fait, comment on sait gérer notre âge, notre situation professionnelle, etc. hein. Comme elle l'a très bien dit, ça dépend. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur les réseaux sociaux? Si on promeut un service ou un commerce, entre guillemets, ou si on est là parce qu'on sait faire une utilisation intelligente et raisonnée des réseaux sociaux, c'est exactement ça. Ça peut être très utile et ça peut être très bénéfique, masha'Allah. Par contre, si on est un surconsommateur de réseaux sociaux, que ce soit en termes de temps ou de non-qualité du contenu, et qu'on ne sait pas, on ne sait pas trier, on ne sait pas filtrer, et qu'on peut très vite tomber dans tout et n'importe quoi, dans les contenus, aussi dans les échanges, notamment avec le sexe opposé ou avec d'autres personnes, la calomnie, la polémique et autres, on ne saura pas faire et vaut mieux. Dans ce cas-là, je pense que c'est un rêve de vivre sans réseaux sociaux. Si on ne sait pas gérer, vaut mieux partir. Si on se dit, moi j'avais eu la question il n'y a pas très longtemps sur ma story, ne considères-tu pas que les réseaux sociaux sont une fitna? Mais les sœurs qui sont célibataires ou les frères qui sont célibataires, même ceux qui sont mariés, hein, et qui ne savent pas poser des œillères là où il faut les poser et de mettre des filtres là où il faut en mettre, c'est-à-dire clairement dans leur DM, et discuter. En fait, ne pas discuter pour discuter ou je sais pas quoi, et discuter uniquement en cas de nécessité et avec bienséance pour ceux et celles qui acceptent cela. Mais on va pas s'en sortir en fait. C'est comme ça qu'on arrive à des dérives. Enfin, les gens viennent à forniquer virtuellement quoi. Enfin, astaghfirullah, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous en préserve. Hein. Je suis pas à l'abri. Personne n'est à l'abri ici, mais vraiment c'est. On entend des choses, on entend des histoires, on voit des choses. Ça part juste d'un salam. Hein. Mais c'est très très inquiétant. Donc voilà. Franchement, on sait gérer tout ça. Pourquoi pas? La question de les réseaux, enfin, cette remarque de les réseaux, c'est une fitna, c'est une non-question. Et ça participe franchement, ça participe de la mystification qu'on fait des réseaux. Les relations sociales sont une fitna à ce moment-là.
Les réseaux sociaux, c'est simplement un moyen de se retrouver virtuellement dans ce qui existe déjà dans la vraie vie. Donc, à ce rythme-là, on va bientôt se demander est-ce que c'est une fitna de prendre le train? Est-ce que c'est une fitna. Enfin, voilà, soyons sérieux 2 minutes. Il s'agit de pointer des défauts fondamentaux qui existent et qui sont sérieux sur les réseaux, si on n'est pas en train de le nier. Mais toutefois, il faut avoir une vision un peu éclairée sur la question et voir qu'il y a des avantages certains à y être, que le monde tel qu'il est aujourd'hui nous interdit dans une certaine mesure d'être complètement absent des réseaux. Il y a plein de frères dans la Dawa et de sœurs engagées également qui ont très bien compris ça et qui font un travail remarquable sur les réseaux parce que c'est ici que les gens vivent aujourd'hui. La vie en ville et notre mode d'urbanisation fait que nos relations sociales sont très pauvres. On se croise que quand on va au travail et quand on en rentre. Dans ce qu'on appelle les heures de pointe, métro, machin. Le reste du temps, on se croise peut-être vite fait au centre commercial, mais c'est tout. La vie sociale est extrêmement pauvre. Et les réseaux viennent pallier cette incurie. Donc, il faut pas poser la question, enfin, il faut pas, faites ce que vous voulez, hein, mais dire est-ce que les réseaux, c'est pas une fitna? Non, c'est pas une fitna plus que d'autres. Faut le regarder avec un autre regard, à mon sens. Wallahu a'lam. Makala Fik, du coup, c'était la seule question. On a beaucoup de commentaires, mais pas beaucoup de questions. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas commenter, en fait, vous n'êtes pas bloqué. C'est juste qu'il faut être abonné au compte de Milieu Islam pour pouvoir commenter. Donc, pour les Abonnez-vous, prochains je vais vous lives. faire le truc de Shaima. Vous allez en haut à gauche, vous cliquez sur le truc, vous voyez les comptes. Voilà, Allez vous abonner. nickel. Voilà, donc merci à vous deux. On va vous libérer. Donc, juste, vous pouvez retrouver le live en replay sur le compte de Milieu Islam et il sera également publié sur la page YouTube du Milieu Islam. Vous pouvez retrouver. Ah, c'est bien, vous avez un la YouTube. vidéo. Oui, ça y est, on va lancer les lives aussi sur YouTube. C'est bien. Voilà, donc merci beaucoup à vous deux. Franchement, c'était super, hein, Inès, comme d'hab. Une fois de plus, ravie de t'avoir eu parmi nous ce soir. Super Merci intéressant. à vous, Milieu Islam, pour l'invitation. Merci à une fois de plus qui a suggéré le sujet. C'est un sujet qui m'inspire beaucoup, donc c'est parfait. C'est chouette. Barakallahu fikoum à toutes et qu'Allah vous préserve, toutes les personnes pardon, qui écoutent ce live, qui l'écouteront sur YouTube ou en tout cas qui sont restées jusqu'à la fin. Qu'Allah vous accorde le khair, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve de tout mal et qu'Allah vous préserve des méfaits des réseaux sociaux. Qu'Allah nous accorde le discernement et qu'Allah nous accorde la raison et une utilisation raisonnée de ces réseaux et qu'il en fasse une cause de bien, bi'idnillah, qu'Allah accepte de vous comme de moi et qu'on en fasse c'est tout un outil de bien et de bienfaisance et non pas une cause de décadence. Wa khair, Inch'Allah. Quel dua, mashallah. Amin. Amin, amin. Salam alaikum et bonne soirée à tous et bonne soirée à vous les filles. Salam wa rahmatullah. روحي وصار الدمع جري يا إلهي خذ بقلبي رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما راقبت يا رب عبادي وانتشت روحي وصار الدمع جري يا إلهي خذ بقلبي رشادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي